Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres de la médiathèque qui permettent la vulgarisation de la connaissance et d'échanger avec des spécialistes de tous horizons. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Géronimi, qui est donc maître de conférences en économie, habilité à diriger des recherches, directeur adjoint du CEMOTEV. Alors là, je vais être obligé de prendre mon papier parce que c'est pas évident quand même. Le CEMOTEV, c'est le centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités. Voilà, ceci étant dit, Vincent est actuellement sur le territoire. Il est à Point-Bout pour 2 mois, à l'antenne des sciences humaines et sociales de l'Institut agronomique néo-calédonien, pour un programme de recherche pluridisciplinaire piloté par l'IAC précisément. Programme qui donc fait intervenir des chercheurs de l'IAC, de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, du CEMOTEV et du CIRAD. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Alors Vincent tentera ce soir, dans un exercice d'équilibriste, de répondre à cette question à suspense. La trajectoire de croissance de la Nouvelle-Calédonie est-elle soutenable ? Alors, je voudrais préciser que pour la première fois ce soir, la conférence est filmée par NCTV. Donc, si vous avez tendance à penser qu'assister à une conférence en économie un jeudi soir constitue une maladie honteuse, il est encore temps de fuir, parce que vous risquez d'apparaître à l'image. Voilà. Par ailleurs, nous avons nous-mêmes l'habitude d'enregistrer à la fois la conférence et les débats pour ensuite les mettre à disposition sur le site de la DCK, adck.nc, dans la partie rencontre de la médiathèque, sur le catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Et elles sont également diffusées sur NC Première. Ce qui fait que si vous passez entre les mailles du filet, c'est que vraiment, c'est assez compliqué. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. Merci à Vincent d'avoir accepté cette invitation. Les débats qui auront lieu tout à l'heure sont enregistrés, comme je le disais, donc je vous demanderai simplement de bien vouloir attendre un des 2 micros qui seront à disposition de part et d'autre de la salle pour poser votre question. Voilà, merci de votre attention et à tout à l'heure pour les débats. Merci pour cette présentation, Manuel, et surtout merci pour ne pas t'être trompé sur la signification de l'acronyme de mon centre de recherche, ce qui est déjà une performance. Alors d'abord, je voulais dire que je suis très honoré d'être ici, dans ce lieu vraiment magique pour moi, qui est chargé d'histoire, chargé de culture, pour présenter le résultat de réflexions, de travaux et d'analyses, plutôt en économie, il faut bien le dire, même si on travaille aussi avec des chercheurs d'autres disciplines, dans le cadre de l'IAC. Donc on a toujours été soutenu et on a toujours travaillé avec l'Institut agronomique calédonien, pour aborder donc cette question de la soutenabilité de la trajectoire de croissance de la Nouvelle-Calédonie. Alors je sais, dès qu'on pose la question la trajectoire de croissance du Vanuatu est-elle soutenable ? La trajectoire de croissance de Fidji est-elle soutenable ? C'est évidemment une question qui, par définition, est anxiogène parce que ça laisse supposer que peut-être ce ne serait pas soutenable. Alors, il ne faut pas le prendre sous cet angle-là, et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, dans le cadre de cette conférence, et qu'on réfléchisse un petit peu ensemble à ce que ça veut dire une trajectoire de croissance soutenable. Et je crois qu'il faut tout de suite que je précise d'entrée de jeu que notre destin, notre destin est entre nos mains, et que les politiques publiques, évidemment, jouent un rôle fondamental, et que la soutenabilité, si elle n'est pas garantie, si elle n'est jamais garantie à aucun moment, elle n'est jamais non plus complètement hors de portée. Alors, je voulais commencer aussi cette introduction, je disais un lieu chargé d'histoire, chargé de mémoire, justement par une citation que j'ai tirée d'un discours de Jean-Marie Djibaou, qui a été fait au congrès de l'Union calédonienne de Marais en 1978, et qui me paraît bien poser, en fait, la question du développement durable, comme vous allez le voir. Alors, je cite, et en même temps, j'affiche cet extrait-là. Alors, Jean-Marie Djibaou disait, en 1978, la chose suivante. « Le récif sur lequel vous allez demain, vos enfants vont revenir, alors respectez-le.
La mine sur laquelle vous allez, c'est l'avenir de vos enfants. Il doit être réemployé. La richesse doit être réemployée. Également au niveau culturel, c'est notre patrimoine à nous tous. Il ne doit pas être galvaudé. Il doit être utilisé, exploité, promotionné dans une perspective patrimoniale. Ce que j'utilise maintenant, les gosses auront à l'utiliser. Alors ça, c'est un extrait qui pour moi est assez... j'étais assez content de le trouver, pour tout le dire, cet extrait-là, parce que c'est totalement en ligne avec ce qu'on va appeler 10 ans plus tard, dans le cadre du rapport Brundtland, le développement durable. La définition la plus partagée, la plus consensuelle du développement durable, finalement, c'est cette définition qui est proposée donc, en 1987, hein, donc 10 ans après, où Brundtland, enfin c'est une des définitions données du développement durable dans le rapport Brundtland, pour être tout à fait précis, qui dit le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Alors voilà finalement la connexion qu'on peut faire directement avec les problématiques qui se posent en Nouvelle-Calédonie en termes de durabilité, de soutenabilité. Je vais y revenir dans un instant. Et finalement, cette approche par le développement durable. Alors effectivement, poser la question du développement durable ou poser la question de la soutenabilité. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi je fais la différence entre le terme de développement durable et le terme soutenabilité. Ça renvoie à deux questions fondamentales. La première, c'est de poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures? Donc c'est une approche qui nous incite à penser sur le long terme, sortir aussi de la contrainte du court terme, du très court terme parfois, hein, qu'on connaît bien en politique, on connaît bien qu'on doit boucler des budgets, où on est effectivement enfoncé dans la réalité du quotidien qui se succède. Penser en termes de développement durable, c'est penser plus grand, c'est penser plus loin, c'est penser effectivement à nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur léguer? Qu'est-ce qu'on veut leur léguer? Première question importante, et la réponse que propose Jean-Marie Djibaou, et c'est la réponse que je vais emprunter, parce que c'est une réponse d'économiste finalement. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? C'est la capacité, c'est une richesse, c'est-à-dire une capacité à pouvoir profiter d'un niveau de vie au moins équivalent à celui dont nous, aujourd'hui, nous profitons. On est dans de l'intergénérationnel. Deuxième question fondamentale, et donc la première question, on va l'aborder ensemble, hein, évidemment, au cours de cette conférence. Deuxième question fondamentale, qui est posée à travers la question de la soutenabilité ou du développement durable, c'est comment, évidemment, assurer la transmission de cette richesse, de ce patrimoine. Alors c'est une question assez redoutable, en fait, hein, et c'est là où, évidemment, la question de la soutenabilité prend aussi toute sa dimension. C'est qu'une fois qu'on a décidé de ce qu'on voulait transmettre, c'est comment peut-on s'assurer qu'on va pouvoir transmettre ce qu'on souhaite transmettre. Est-ce que c'est du nickel? Est-ce que c'est des montagnes? Est-ce que c'est de la nature? Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que c'est un mélange de tout ça qu'on veut transmettre? Est-ce qu'on peut imaginer? Évidemment non. Mais est-ce qu'on peut imaginer pouvoir transmettre quelque chose qui ne bougera pas du tout? Alors, voilà, c'est les questions que je voulais aborder avec vous ce soir. Alors, dans l'extrait que j'ai retenu du discours de Djibaou, où il utilise le terme « il faut réemployer la richesse », alors en termes d'économiste, hein, parce que je suis économiste, hein, réemployer, ça veut dire le réinvestir, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si on l'abîme d'un côté, il faut s'arranger pour pouvoir investir, pour pouvoir augmenter, compenser quelque part ce qu'on aura détruit de cette richesse qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, ce que je vous propose comme définition que je vais décliner sur la Nouvelle-Calédonie au cours de cette conférence, la définition d'une trajectoire de croissance soutenable, c'est donc une trajectoire de croissance qui permet de s'assurer que la richesse, le patrimoine, est effectivement transmis aux générations futures. Et on va voir qu'en fait, à partir de cette définition, en rentrant un petit peu plus dans le détail, on peut proposer des indicateurs, on peut mesurer effectivement où on en est de la soutenabilité, par exemple en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ailleurs, hein, évidemment. C'est une question qui se pose à de multiples échelles, et pas seulement pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ce que je vous propose tout au long de cette présentation, c'est premièrement de réfléchir un petit peu et de revenir sur la définition
de la soutenabilité d'une économie, de voir en quoi, à partir de cette définition, on peut proposer des mesures de ce qu'est la soutenabilité, de ce qu'est la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que par rapport au débat très présent que l'on lit un petit peu partout dans les médias calédoniens et puis aussi ailleurs en fait, autour de la baisse du cours du nickel, encore à midi à la radio, il y avait une interview de Philippe Chalmin qui était très inquiétante par rapport au contenu, au message qu'il délivrait sur le devenir du nickel. On va voir qu'on peut relativiser aussi la place du nickel, même aujourd'hui, dans ce qu'elle occupe, dans ce qu'elle génère en fait comme richesse par rapport à d'autres sources de richesse, d'autres sources de revenus aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Dans un deuxième temps, donc, l'application de cette mesure dont on va discuter de la soutenabilité, qu'on appliquera donc à la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, je conclurai sur la question finalement qui est derrière la question de la soutenabilité posée un peu à plat en termes faibles. Je vais préciser ça dans un instant. La question de la soutenabilité forte. Est-ce qu'on atteint un seuil? Est-ce qu'il y a des endroits de rupture vers lesquels on s'orienterait? Est-ce qu'on peut les mesurer, ces seuils-là, en Nouvelle-Calédonie? On verra que ça nous amènera à revenir sur la notion de patrimoine. Alors, pour faire tout ça, et je n'ai pas précisé d'ailleurs une question importante, pourquoi j'utilise le terme de soutenabilité dans le titre de cette conférence? Et pourquoi je n'assume pas directement le terme de développement durable? Alors, pour deux raisons essentiellement. Je tiens à le préciser parce que c'est très important de ne pas céder à une confusion, à mon sens, ce qui fait confusion, qui serait de dire le développement durable, finalement, c'est ce qui dure qui est bien, quoi. Ce qui dure est souhaitable. Une dictature, ça peut durer, c'est pas pour autant souhaitable. Et je pense que c'est une confusion aussi, je ne suis pas le seul à le penser, même s'il n'y a pas consensus sur cette interprétation, mais enfin en anglais on dit pas, on dit sustainable development, quoi. C'est développement soutenable. Donc c'est pas durable en fait. C'est un petit peu différent. Il y a l'idée que ce serait souhaitable aussi. C'est quelque chose qu'on souhaiterait pouvoir transmettre. Et puis une deuxième raison pourquoi je retiens le terme de soutenable, parce que le développement durable, vous le savez tous, c'est décliné à toutes les sauces. Finalement, au bout d'un moment, on ne sait plus ce que c'est. Ça devient quelque chose de très confus. Et donc, mon propos aussi, c'est de vouloir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Enfin, c'est pas moi qui mets de l'ordre là-dedans. J'utilise les travaux qui ont été faits par ailleurs dans le cadre d'une approche économique pour pouvoir en présenter des mesures, pouvoir essayer de faire un petit bilan de la soutenabilité. Évidemment, dans le processus de mesure, la mesure, c'est une représentation, quoi qu'il arrive. Et donc, cette représentation, elle est évidemment toujours imparfaite, critiquable. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais ça nous donnera, en tout cas je l'espère, un point de départ. Enfin, dernière question que je voulais aborder dans l'introduction, c'est pourquoi poser la question de la soutenabilité spécialement pour la Nouvelle-Calédonie. Alors pas uniquement parce que j'y suis là aujourd'hui, mais évidemment parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord une petite économie insulaire, et que comme l'ensemble des petites économies insulaires, ou la plupart d'entre elles, c'est des économies qui sont toujours considérées comme étant très vulnérables. À l'ONU, il y a un groupe des petites économies insulaires, et ces petites économies insulaires se déclarent, se définissent par rapport à un niveau de vulnérabilité, d'exposition à des chocs très élevé. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une dimension qui est pertinente, parce que la Nouvelle-Calédonie est une petite économie insulaire et partage avec les petites économies insulaires un certain nombre de handicaps qu'on connaît bien, l'éloignement, des coûts, donc des coûts de transport plus élevés, un petit marché restreint, c'est une petite économie. Une petite économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne profite pas des rendements d'échelle. Bon, c'est bien connu. Donc on a ce point commun aux petites économies insulaires qu'on retrouve particulièrement dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, et qui interroge la soutenabilité, évidemment. Parce que compte tenu de ces handicaps, qu'est-ce qu'on peut produire? Qu'est-ce qu'on peut produire? On verra la réponse à cette question-là. Deuxième raison, pourquoi parler plus spécifiquement de la Nouvelle-Calédonie, c'est parce que la Nouvelle-Calédonie a une trajectoire politique qui est quand même assez à part, assez exceptionnelle.
Et on a eu en Nouvelle-Calédonie, et on a encore des politiques publiques qui se saisissent de la question du destin commun, et qui posent de fait la question qu'est-ce qu'on va transmettre, qu'est-ce qu'on va devenir demain. Et ça, depuis maintenant 1988, 1998, on a cette question-là qui est présente et qui se traduit par des tentatives, ou plus que des tentatives, des politiques publiques spécifiques. Donc ça prend une dimension particulière, la question de la soutenabilité pour la Nouvelle-Calédonie. Je rajoute là-dessus l'élément de contexte. Alors est-ce que c'est vraiment un élément de contexte? On y reviendra. Qui est lié effectivement à la chute du cours du nickel, que personne n'avait anticipé, de façon assez incroyable d'ailleurs, vraiment de façon assez incroyable, comme je le montrerai tout à l'heure. Personne n'a anticipé cette chute du nickel, et aujourd'hui, eh bien, il y a une espèce de mouvement, effectivement, d'inquiétude psychologique, parce que, effectivement, il y a moins de recettes pour le nickel, ça pose des questions immédiates, de nécessité d'ajustement pour l'économie calédonienne. Donc, je vous invite à considérer avec moi la question de la soutenabilité dans les 3 plans là, qui sont affichés dans les PowerPoint. Alors, je vais commencer par poser une question toute simple. On parle de richesse. Alors la richesse, c'est encore un terme ambigu en français, parce qu'on va dire la richesse nationale pour parler par exemple du PIB. Ouais, l'indicateur phare de la croissance d'une économie, c'est le taux de croissance du PIB. On a un bon PIB, on a un bon taux de croissance, tout va bien, et on va dire que l'économie est riche. En fait, il faut bien qu'on se mette d'accord sur les termes. La soutenabilité, c'est la question de la transmission, non pas d'un flux, d'un revenu, comme vous avez une paye tous les mois, mais d'un stock, votre patrimoine, quoi. C'est ça que c'est un stock. L'enjeu, c'est de réussir à transmettre un stock de richesse, et ce stock de richesse est la source d'un revenu. Vous avez fait des études, vous avez accumulé du capital humain, ça vous permet, avec, je l'espère en tout cas, de décrocher un emploi avec un niveau de salaire plus élevé que si vous n'avez pas fait d'études. Vous avez accumulé du capital humain, c'est votre stock, ça vous permet d'avoir un flux de revenus plus important. Ce qui est important, c'est la transmission, vous voyez, c'est la transmission du capital. Alors la question, première question sur laquelle je reviendrai parce qu'elle est un petit peu complexe, mais que je voulais présenter sous la forme d'un schéma que voici. J'espère qu'il sort correctement, c'est le cas. Donc c'est quand on essaie de répondre à la question, mais finalement, dans la richesse, il y a quoi? Alors il y a une réponse qui est assez évidente, c'est tout ce qui concerne la richesse économique. Ce qu'on a construit, les routes, les bâtiments, nos maisons, ça a une valeur. Bon, ça c'est mesuré, c'est mesurable assez facilement grâce à la comptabilité nationale, on sait ce que ça vaut. Là où la question devient plus compliquée dans la richesse, c'est quand on essaye d'y insérer une mesure du capital naturel, de l'environnement, qu'est-ce que ça vaut? Par exemple, la biodiversité en Nouvelle-Calédonie, le lagon, le taux d'endémisme exceptionnel, etc. Qu'est-ce que ça vaut? C'est une bonne question, mais c'est une question qui est assez difficile. Si on veut mesurer la richesse, il faut bien mesurer ce que vaut ce capital naturel. Alors, il y a différents types de réponses qui sont résumées dans ce schéma sur comment est-ce qu'on peut évaluer ce que représente comme richesse du capital naturel ou un élément de l'environnement. Alors si vous partez à gauche du schéma, il y a ce qui est le plus évident. Par exemple, vous avez une mine, vous avez une montagne qui est pleine de nickel, vous pouvez extraire le nickel, c'est la valeur d'usage direct, vous la vendez sur un marché, vous avez un prix, vous savez combien ça vaut. Ça vous donne directement une valeur de l'environnement, de la nature, qui vous offre ce nickel. Vous avez ensuite des valeurs qui sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire que sur la montagne, dans laquelle il y a du nickel, par exemple, ça peut attirer du tourisme, ça peut créer des activités qui sont associées au tourisme, qui rapportent de l'argent aussi. Ça peut être un lieu où il y a des lacs ou des mares assez sympas, où on peut pêcher, se baigner, on peut pratiquer la chasse, etc. Tout ça, ça va être des valeurs d'usage indirectes, c'est-à-dire que c'est la montagne. Si vous utilisez la mine, le côté minier, effectivement, vous allez perdre ces valeurs d'usage indirect.
Et puis après, il y a des valeurs qui sont un petit peu plus subtiles, mais qui sont extrêmement intéressantes. C'est ce qu'on appelle les valeurs d'option, c'est-à-dire le fait que même si finalement vous n'utilisez pas cette montagne pour votre usage personnel ou pour un usage économique, c'est le fait de vous dire que cette montagne, elle existe et que éventuellement vous vous réservez le droit de pouvoir aller vous balader dedans, d'en profiter, etc. On arrive ensuite à des valeurs de plus en plus, vous l'aurez compris, de plus en plus difficiles à mesurer et de plus en plus immatérielles. Je me déplace encore vers la droite et on tombe sur les valeurs de quasi-option. Ah, la valeur de quasi-option. Pour la Nouvelle-Calédonie, ça c'est une valeur qui est très très importante. Très difficile à mesurer, évidemment, comme vous en doutez, mais en même temps fondamentale. C'est quoi une valeur de quasi-option ? Sur votre montagne où il y a du nickel, il y a une plante qui existe nulle part ailleurs. Bon. Peut-être, et c'est là la quasi-option, peut-être que dans cette plante, on va trouver une molécule qui permettra de faire repousser les cheveux. Fortune assurée. Une valeur énorme. Mais en fait, on n'en sait rien. Ou pourquoi pas lutter contre, guérir le cancer. C'est une possibilité. On n'en sait rien. Ça va dépendre d'une information future. Alors évidemment, ce type de valeur qui fait vraiment sens dans une économie et dans un environnement comme celui de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a un taux d'endémisme extrêmement fort, ce type de valeur, il ne faut pas non plus l'oublier quand on essaye d'apprécier la richesse, le capital total dont dispose l'économie, en y incluant la nature. Et puis ensuite, on arrive à des valeurs de plus en plus immatérielles, je dirais, de plus en plus difficiles à mesurer, parce qu'elles sont de plus en plus éloignées d'un marché quelconque qui pourrait nous dire ça vaut ça, le prix c'est ça, etc. Il y a ce qu'on va appeler la valeur d'héritage ou la valeur de legs. Le fait que sur cette montagne, c'est associé aussi à un mode de vie particulier. C'est le support d'un patrimoine culturel. Et si cette montagne n'était pas là, on imagine que ce patrimoine culturel, il disparaîtrait en même temps. Alors évidemment, vendre ça sur un marché, c'est un petit peu compliqué. Mais cela dit, c'est une vraie valeur et on aura l'occasion de revenir sur ce point-là. Et enfin, la dernière valeur la plus immatérielle et la plus difficile de toutes à mesurer, évidemment, c'est ce qu'on appelle la valeur d'existence. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu la montagne, on ne va jamais y aller, on n'a pas l'intention d'y aller, mais on est content de savoir qu'elle existe quand même. Et on est prêt finalement peut-être à payer de l'argent, même pour la préserver, alors même qu'on n'en aura jamais aucun usage. Alors, à partir de ce schéma-là, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Qu'est-ce qui est mesuré au niveau international et qu'est-ce qu'on peut appliquer pour la Nouvelle-Calédonie ? Alors, ce qu'on va mesurer, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, ce qui existe comme mesure de la valeur du capital naturel, qu'on intègre après dans une mesure plus générale de la richesse, c'est évidemment ce que j'ai noté en jaune ici, c'est-à-dire les valeurs d'usage direct et les valeurs d'usage indirect pour lesquelles on dispose de prix. Ouais. Les autres valeurs sont laissées de côté. On va voir que c'est intéressant parce qu'en fait, elles vont ressurgir dans un deuxième temps. Alors, pour le développement soutenable, une fois qu'on a éclairci un petit peu quel type de valeur était en jeu pour calculer une richesse, en ce qui concerne le développement soutenable, finalement, on va partir de la définition du rapport Brundtland, qu'on va traduire d'une façon un petit peu complexe et jargonneuse, comme aiment bien les économistes, en disant que finalement l'objectif du développement soutenable, c'est de s'assurer que les générations futures auront au moins le même potentiel d'opportunité que les générations actuelles. Potentialité économique pour réaliser leur bien-être. Alors c'est une formulation un petit peu complexe qui va prendre plus spécifiquement un critère très simple, dont on peut discuter, mais de s'assurer qu'au moins, pour les générations futures, ils aient le choix, qu'ils ne soient pas obligés de le faire, ce sera leur choix à eux, mais qu'au moins qu'ils aient la possibilité de pouvoir consommer au moins autant que ce que nous sommes autorisés à consommer. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais qu'ils aient cette possibilité qui soit offerte. Un critère simple, un niveau de consommation, ça renvoie à un niveau de revenu. C'est évidemment assez restrictif, on aura l'occasion, je pense, d'en discuter. Mais voilà. Alors, en termes, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va retomber sur la question des valeurs,
Qu'est-ce que ça veut dire? Pour s'assurer que les générations futures, pour, s'ils le souhaitent, consommer au moins autant que nous, s'ils le souhaitent à nouveau. Ça veut dire, d'un point de vue économique, qu'on doit s'arranger pour leur transmettre un portefeuille d'actifs, comme des placements en bourse, si vous voulez, des capitaux, en quantité suffisante, pour que ces capitaux puissent générer des revenus d'un niveau suffisant pour assurer le même niveau de consommation que celui qu'on connaît aujourd'hui. Après, aux générations futures de faire leur choix. Et ce n'est pas nous, génération actuelle, qui allons décider que les générations futures devront consommer moins, vivre moins bien, etc. Ce sera le choix de ces générations futures. Alors pour obtenir ça, d'un point de vue, on peut traduire ça en termes de capital. La richesse, c'est quoi? Alors je vous propose de retenir dans un premier temps dans cette approche très simple, on va considérer que la richesse elle est constituée de 3 types de capitaux différents. Alors, il y a le capital physique en rouge au centre. En fait, c'est le capital économique. C'est celui qu'on construit, c'est l'investissement. C'est mesuré dans la comptabilité nationale, la formation brute de capital fixe. C'est ce qui construit les immeubles, les écoles, les routes, etc. Ça, c'est comptabilisé. On sait faire à peu près. À peu près. Mais il y a des données. Le capital naturel, alors là, ça devient un petit peu plus complexe, comme je le disais, parce que dans le capital naturel, il y a plein de valeurs différentes. Alors, le capital naturel, dans une première approche, qui est utilisé par la Banque mondiale et qui permet d'avoir des éléments de comparaison au niveau international. On va mesurer ce capital naturel par le prix de la nature. On va calculer, je vais y revenir dans un instant parce que ça nécessite de s'y arrêter un petit peu quand même. On va essayer d'évaluer combien vaut ce capital naturel, selon une méthodologie qu'on va appliquer dans tous les pays du monde. On va regarder ce que ça va donner. Et puis l'autre source de capital qu'on peut transmettre à nos enfants, aux générations futures, c'est l'éducation, c'est la capacité à pouvoir être productif, la capacité à pouvoir comprendre ce qui se passe, à occuper un travail et à toucher un salaire. Ouais. Ce qu'on appelle le capital humain. Donc, si on arrive à mesurer, et c'est ce qu'on va faire, la richesse totale avec ces 3 composantes, capital naturel, capital physique et capital humain, on saura aujourd'hui à la question de la soutenabilité, à quoi elle renvoie en termes de richesse qu'on souhaiterait transmettre aux générations qui vont suivre. Alors là, les choses se compliquent un petit peu, parce que une fois qu'on a mesuré cette richesse, se pose la question, et c'est bien la question de la soutenabilité, c'est est-ce que effectivement on arrive à transmettre au moins cette richesse globale, ce portefeuille d'actifs, est-ce qu'on arrive à le transmettre aux générations futures ou pas? Et là, il y a 2 grandes écoles qui s'opposent. La première, c'est celle qu'on associe au terme de soutenabilité faible. Dans une optique de soutenabilité faible, on va considérer qu'on peut couper la montagne en tranches, la transformer en mate de nickel et l'exporter. Ouais. Donc on va détruire du capital naturel. Ce qu'on va transmettre aux générations futures va être moins important vu qu'il n'y aura plus de nickel. C'est clair. Mais qu'on peut compenser ça si on construit des écoles, si on forme les gens, si on forme du capital humain, si on forme des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, d'un côté, et en même temps si on investit dans la construction des infrastructures, de l'économie, on construit des usines, etc. À ce moment-là, on a l'idée que ce qui compte finalement, c'est pas de transmettre le capital naturel tel quel, le capital économique tel quel ou le capital humain tel quel, mais c'est d'admettre qu'il est possible de substituer ce qu'on détruit d'un côté par les autres types de capitaux. Donc je coupe une montagne et avec les revenus que je tire de cette montagne que j'ai découpée en tranches, si je construis des écoles, pour se caricaturer, ça passe. Ça passe. Ok, les générations futures ne vont pas disposer du nickel, mais ils disposeront d'un capital humain qui va leur permettre d'assurer un niveau de revenu et un niveau de consommation suffisamment élevé. Ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité faible. Je disais qu'il y avait 2 écoles. Évidemment, cette hypothèse que tout soit substituable, elle pose problème. Elle pose problème. Et donc, il y a une deuxième approche qu'on appelle l'approche en termes de soutenabilité forte, qui apparaît maintenant, avec l'idée que, non, on ne peut pas découper totalement toutes les montagnes en tranches, sinon, au bout d'un moment, ça risque de poser un problème. Ça risque de poser un problème. Alors, quel type de problème ? Par exemple, le fait que, oui, s'il n'y a plus de montagnes, peut-être qu'il n'y aura plus de réserves d'eau potable.
s'il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'agriculture. Enfin, s'il n'y a plus d'eau, on va dire, il n'y aura plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de paysans. S'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de capital humain, et finalement tout s'effondre. Donc c'est une idée qui est qui est très intéressante à suivre et un petit peu difficile à mettre en œuvre, et pas seulement en Nouvelle-Calédonie. C'est cette idée qu'il y a peut-être des seuils, à ne pas dépasser. Alors, dans cette deuxième optique de la soutenabilité forte, c'est plus seulement de se poser la question: est-ce qu'on investit suffisamment dans le capital humain, dans le capital économique, par rapport à la destruction de la nature, le fait de découper la montagne en tranches pour extraire le nickel? C'est plus seulement cette question-là, c'est aussi d'y rajouter la question: mais est-ce qu'on ne dépasse pas un seuil? Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans l'exploitation du capital naturel? Est-ce que la destruction du capital naturel, sa dégradation à laquelle on procède par l'activité économique, est-ce que finalement ça ne porte pas tort à la culture, à la cohésion sociale, etc. Ça, c'est un deuxième type de question, vous voyez, qui n'est pas tout à fait de la même nature, mais qui est aussi évidemment une question tout à fait essentielle. Alors, on va maintenant procéder, allons-y, à l'estimation des capitaux et de la richesse totale. Et j'ai bientôt fini la partie un petit peu méthodologique, pour qu'on puisse après discuter en sachant bien de quoi on parle ou de quoi on ne parle pas. Estimation des capitaux et de la richesse totale. Alors, la procédure, elle est assez simple, en fait, sur le papier. D'abord, on calcule la taille du gâteau dont on dispose, nous, aujourd'hui. Quelle est la taille du gâteau dont on dispose aujourd'hui? Alors, pour la calculer, cette taille du gâteau, c'est pas compliqué. Je vais prendre l'ensemble de ce qu'on consomme en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on consomme aujourd'hui, effectivement. Ouais. Et à partir de là, je vais en inférer, en calculer, en déduire plutôt, en déduire le capital que ça représenterait. Ouais. Comme si c'était un capital que je pouvais placer sur un marché financier, bah oui, ça m'apporte un flux de revenus que je peux consommer. Même démarche, à part que c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pars des flux de consommation constatés en Nouvelle-Calédonie et j'en déduis finalement quelle est la richesse totale, le capital total qui est nécessaire pour pouvoir assurer le financement de cette consommation. Ouais. Première étape, la taille du gâteau. Après, dans le gâteau, je vais regarder les parts qu'occupe. Alors, par exemple, je crois que j'ai mis dans cet ordre-là, le capital économique. Ouais. Dans ce gâteau dont je viens de définir la taille, finalement, qu'est-ce qui est expliqué dans ce gâteau total par le capital économique que j'ai accumulé à travers les investissements sur un certain nombre d'années, etc. Ça, on sait faire, il y a des méthodes en comptabilité nationale, c'est pas très compliqué à faire, même si ça repose sur des hypothèses, là encore, évidemment, qui sont toujours discutables. 3 autres parts du gâteau dans ma richesse totale que j'ai calculée, donc je vais d'abord préciser qu'est-ce qui provient de l'économie, du capital économique. Ensuite, je vais m'intéresser à cette richesse totale, ce gâteau total, quelle part est représentée par le capital naturel. Alors la valeur du capital naturel, on l'a vu, c'est un petit peu compliqué à saisir, mais cela dit, une méthodologie uniforme qui est employée par la Banque mondiale à la suite des travaux de l'école de Londres. Et la solution qui est retenue est assez simple, et vous allez la comprendre tout de suite, c'est de dire, si effectivement la nature a une valeur, si la nature a une valeur, sur les marchés, je vais m'en rendre compte. Pourquoi? Dans le prix d'un produit, je paye mes salaires, je paye mes machines, je paye mes consommations intermédiaires, électricité, eau, etc. pour produire. Ouais. Je prélève un profit, la rémunération de mon investissement, et le coût total auquel j'arrive doit à peu près correspondre au prix de vente. Si ce n'est pas le cas, théoriquement, sinon j'ai tous les concurrents qui vont se précipiter dessus et qui vont faire baisser les prix. Donc il y a cette idée que finalement, s'il y a du capital naturel, ça veut dire que quelque part j'ai accès à une source de revenus supplémentaires, un facteur de production qui serait gratuit en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que je prends tous les coûts de production, absolument tous, y compris les impôts, royalties, etc., par exemple pour l'industrie du nickel, et je compare la totalité de ces coûts de production, y compris un taux de profit normal, et quand je compare au prix mondial, il doit rester quelque chose de positif.
Vous allez me dire, c'est étonnant, parce qu'aujourd'hui, c'est négatif. On y reviendra. Mais oui, l'idée, c'est de dire que si la nature, effectivement, est un capital qui permet de produire un revenu, une source de richesse, ce capital naturel, on doit pouvoir en apprécier la valeur, l'évaluer cette valeur en disant, une fois que j'ai payé tous mes facteurs de production, mes impôts, etc., mes royalties, que j'ai prélevé mon profit que je juge normal, la Banque mondiale considère en général 10% de taux de profit, il devrait rester quelque chose qu'on va appeler la rente. Ouais. Et s'il y a une rente, ça veut dire qu'elle provient, je peux l'assimiler à un revenu issu d'un capital, ce fameux capital naturel. D'accord ? On va voir ce que ça donne dans le cas du nickel notamment. Alors si je regarde mon gâteau total que j'ai calculé au départ, ce qui me permet tous de consommer, c'est un flux de revenus. Derrière, effectivement, il y a l'idée qu'il y a une richesse qui me permet de produire ces revenus, qui me permettent de consommer. Que je retire la part qui est expliquée par l'économique, le capital produit, le capital physique, que je retire la part qui renvoie ou qui est expliquée par le capital naturel, est-ce quelque chose qui est inexpliqué? Un résidu, un solde. Ouais. Dans ce solde, on va trouver finalement tout ce qu'on ne sait pas mesurer. Et tout ce que je n'ai pas essayé de mesurer non plus, parce que je ne sais pas le faire. Par exemple, le capital humain. Encore que le capital humain, en fait, on pourrait le mesurer. Mais le capital culturel, le capital social, le fait que ce soit facile de faire une transaction, le fait que les transactions soient sécurisées, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de coût de transaction, parce que ça se passe bien, on est dans un univers de confiance, on partage les mêmes codes, etc. On sait que ça va fonctionner si on procède à un échange. Tout ça, c'est des économies formidables. En fait, ça produit de la valeur, tout simplement. Mais ce n'est pas mesuré. Alors ça va être dans ce qu'on va appeler, dans ce résidu, qu'on appelle de façon un petit peu générique, et pas forcément très adaptée, d'ailleurs, capital immatériel. Capital immatériel, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a plein de choses dedans qui sont très intéressantes. Notamment, pour la Nouvelle-Calédonie, il y a l'idée que dans la richesse qu'on calcule, il y a aussi le produit d'un capital géostratégique, qui fait que la Nouvelle-Calédonie perçoit effectivement des versements, des transferts de la métropole. D'où ça vient, ça? C'est un revenu. Derrière, on peut imaginer qu'il y a un capital derrière. Il y a un capital qui est lié au fait que, oui, la Nouvelle-Calédonie, il y a une histoire spécifique, il y a un positionnement géographique et géostratégique spécifique, et que ceci justifie effectivement que la métropole, pour maintenir ses intérêts en Nouvelle-Calédonie, verse une rente. On peut l'interpréter comme ça aussi. Alors évidemment, les deux questions qu'on peut poser si on applique cette mesure-là, c'est comment la richesse globale évolue-t-elle? Est-ce qu'on arrive à la maintenir? Et puis, c'est de la soutenabilité faible, ça. Est-ce qu'on arrive à transmettre la valeur totale de la richesse qu'on va calculer là dans un instant? Et deuxièmement, est-ce que dans cette composition de la richesse, finalement, on garde à peu près la même composition ou pas? Ou alors est-ce qu'on écrase par exemple totalement le capital naturel, on le supprime, et à la place on fait des écoles? Ça, c'est plutôt une question en termes de soutenabilité forte. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, les calculs auxquels on a procédé nous donnent ceci pour 2006. Alors, je soupçonne qu'on ne voit pas très bien, parce que c'est peut-être un peu petit. Hop, voilà. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est la taille, la richesse totale, ça vaut tout ça. C'est la taille du gâteau qui est là. Et dans ce gâteau, en fait, j'ai donc estimé la part du capital. Alors ça c'est le capital, peu importe vu que c'est les mêmes valeurs. On va dire que c'est le capital physique, donc le capital économique produit, les infrastructures, les investissements des entreprises, les investissements publics, etc. Et que finalement, sur la totalité de la richesse nécessaire pour assurer le niveau de consommation constaté aujourd'hui, finalement, le capital économique, ce qu'on a investi, ça n'explique que 15% des revenus qui sont utilisés. Deuxième part dans le gâteau qu'on explique, qu'on calcule, la part du capital naturel. Hop, ici. Ouais. 15 plus 15, ça fait 30% de la richesse totale qui est expliquée. Tout le reste, c'est quoi? C'est le capital immatériel. C'est le culturel, c'est l'humain, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on peut appeler, ce que j'appellerais, mais je justifierai pourquoi tout à l'heure, ce que j'appellerais patrimoine.
Alors le nickel, vous allez me dire, il est où là-dedans? Ah bah le nickel, c'est pas compliqué. Hein. Le nickel, en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est l'essentiel de ces 15%. Le nickel fait 14% de la richesse totale. C'est-à-dire 95%, à peu près, 95% de la richesse naturelle en Nouvelle-Calédonie, évaluée selon cette méthode utilisée par la Banque mondiale, l'essentiel de la richesse provient de la richesse du capital naturel, provient effectivement du nickel. Donc à la fois ça permet de situer les enjeux et de les relativiser. Parce que le nickel, c'est pas toute la Nouvelle-Calédonie. Quand on regarde d'où vient la richesse, c'est pas le nickel qui explique la totalité de la richesse, loin de là. D'après cette méthode, c'est à peine, c'est moins de 15%, à vrai dire. Le nickel, 14% à peu près de la richesse totale. Alors on peut donner des comparaisons, on peut se dire, c'est l'intérêt d'avoir une méthodologie qui est utilisée pour tous les différents pays. Hein. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, je tiens à le signaler quand même, c'est nos propres estimations. Hein, parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans la base de données en question. Voilà. Par contre, on peut prendre ce qui se passe et voir la composition de la richesse totale, par exemple pour les petites économies insulaires, les SIDS, Small Islands Developing States. Hein, donc les petites économies insulaires en développement. Et on voit que le résultat aussi, il n'est pas aussi flagrant que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, mais quand même, on trouve que le capital naturel pour ces petites économies insulaires en développement, en moyenne, c'est 15% de la richesse totale, donc comme en Nouvelle-Calédonie. Par contre, la grosse différence, c'est qu'une partie importante de la richesse totale provient du capital économique, 27% dans les petites économies insulaires, et que la part du capital immatériel, ce que je vais appeler par la suite le patrimoine, pour aller vite, représente, lui, 58% de ce gâteau total, de cette richesse, dont l'enjeu, donc, en termes de soutenabilité, il s'agirait de transmettre ça aux générations futures. Voilà. Donc, par rapport à l'intervention de Philippe Chalmin tout à l'heure à la radio, donc ça peut être intéressant parce que justement le fait d'utiliser une méthodologie commune, ça permet de préciser où on se situe par rapport aux autres économies. Donc simplement, ce graphique-là, vous voyez comment il est construit, chaque point c'est un pays. Le pays, oui. Le pays n'est pas forcément défini de façon très explicite, parce que j'ai représenté par 3 lettres. Ouais. Donc vous voyez ici apparaître la Nouvelle-Calédonie. Ici, j'ai entouré 3 pays pétroliers, Venezuela, Gabon, Trinidad et Tobago. Et je les ai placés en fait dans un plan dans lequel vous avez en abscisse en bas là, le capital naturel mesuré en dollars par habitant. Autrement dit, pour la Nouvelle-Calédonie, ici c'était les estimations auxquelles on avait procédé pour 2000, la Nouvelle-Calédonie c'est à peu près 37 000 dollars par habitant. La valeur du capital naturel, si je la rapporte par le nombre d'habitants, ça revient à peu près à 37 000 dollars par Calédonien. Et la connexion de l'autre côté avec en ordonnée, cette fois-ci, où j'ai fait apparaître la richesse totale, donc le gâteau lui-même. Ouais. Donc vous regardez tout de suite, car ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est que ça permet d'abord de rappeler quelque chose de fondamental, dont parlait justement Philippe Chalmin à la radio à midi, qui est de dire, alors c'est la thèse de la malédiction des matières premières, effectivement, ce qu'on constate tout de suite sur ce graphique-là, c'est que le groupe des pays riches, vous voyez, la Suède, le Danemark, non c'est Switzerland, ça, la Suède, l'Allemagne, le Japon, etc. La France doit être dans le coin, la France est ici. Ce groupe des pays riches se caractérise par des niveaux de capital naturel par tête finalement très faibles, beaucoup plus faibles en tout cas. Vous voyez, toute cette zone-là, vous regardez, on est autour de 10 000, entre 10 000 et 20 000 dollars par tête de valeur du capital naturel. Ouais. Alors que leur niveau de richesse totale, et évidemment on le sait, vu que c'est les pays riches, est beaucoup plus élevé. Donc il n'y a pas de relation évidente finalement entre richesse naturelle et richesse totale.
et richesse totale. C'est ce qui appuierait en partie la thèse de la malédiction des matières premières, comme quoi les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles s'en sortiraient pas forcément mieux que les autres. Ce qu'on retrouve un petit peu ici, avec des exceptions un petit peu notoires. Alors vous regarderez que la Nouvelle-Calédonie se distingue des autres pays et fait partie d'un groupe autour du Canada, de la Nouvelle-Zélande, un groupe de pays qui a un fort niveau de capital naturel. Effectivement, un fort niveau de capital naturel mesuré en dollars 2000. Nouvelle-Zélande, Australie. Et puis vous trouvez, alors ce qui distingue ce groupe de 4 pays, évidemment, c'est qu'à la fois ils ont un fort niveau de capital naturel et en même temps un niveau de richesse relativement élevé. C'est des pays développés. Vous trouvez le contre-exemple avec des pays qui sont pauvres et riches. Ils sont pauvres globalement et en même temps ils sont riches en ressources naturelles. Là, c'est des pays pétroliers, Venezuela, Gabon, Trinidad et Tobago. Et puis vous avez un cas qui est intéressant parce qu'il est souvent cité comme exemple à suivre, la Norvège, qui arrive à combiner un très fort niveau de richesse naturelle, le pétrole, et en même temps un très fort niveau de développement économique, un très fort niveau de richesse tout court. Donc arrivé à ce moment-là, on a une image un petit peu plus précise de ce que serait la richesse de la Nouvelle-Calédonie par rapport aux autres pays. Autrement dit, un niveau de richesse global assez élevé et en même temps un niveau de capital naturel assez élevé aussi. C'est lié effectivement à la présence du nickel. Alors la question maintenant que je voudrais aborder, c'est la question de est-ce que la Nouvelle-Calédonie réussit à transmettre ses richesses aux générations futures? Est-ce qu'elle a réussi à le faire? Est-ce qu'elle réussit aujourd'hui à transmettre cette richesse? Ou est-ce que sa trajectoire de croissance, son mode de fonctionnement, détruit plus de richesses qu'elle n'en produit? Question effectivement importante. Alors pour aborder cette question-là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'épargne véritable. Bon, c'est du jargon d'économiste, mais l'épargne véritable, c'est un indicateur de soutenabilité, une mesure de la soutenabilité, c'est-à-dire un indicateur qui nous permet d'évaluer si effectivement une économie donnée, comme la Nouvelle-Calédonie, arrive à investir plus que ce qu'elle détruit dans son processus de fonctionnement annuel. Alors pour faire ça, on part d'un indicateur bien connu en macroéconomie, en comptabilité nationale, ce qu'on appelle l'épargne brute. Finalement, on regarde ce que vous ne consommez pas sur le revenu. Vous avez un revenu, vous ne consommez pas forcément tout. Si vous ne consommez pas tout, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Ça constitue l'épargne. Alors au niveau d'une économie dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle l'épargne brute. Alors cette épargne brute, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir si cette épargne brute, ce que vous mettez de côté finalement pour investir, c'est ça l'épargne brute, c'est ce que vous mettez de côté pour investir. Est-ce que cette épargne brute, vous l'utilisez de telle façon que vous arrivez à compenser ce que vous détruisez dans le processus de fabrication, dans votre fonctionnement économique habituel? Alors, en partant de l'épargne brute, ce qu'on va retirer, et c'est logique, finalement, c'est la dépréciation du capital produit. C'est le fait que le capital que j'ai installé, les routes, les machines, elles perdent de la valeur, il y en a qui sont cassées, etc. Il faut les remplacer. Ce phénomène d'obsolescence, ce phénomène de dépréciation du capital produit, d'amortissement, il est bien connu. Donc de l'épargne brute, je sais déjà qu'il y en a une partie qui va être utilisée, qui doit être utilisée, pour compenser et remplacer ce qui se casse dans le processus de fabrication. D'accord ? Bon. Deuxième, et ça c'est l'élément de nouveauté, je vais retirer quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas envisagé dans la comptabilité nationale. Je vais retirer ce que je vais estimer être la dégradation ou la détérioration du capital naturel. Par exemple, j'exporte du nickel, je coupe la montagne en tranches, ça c'est une dégradation irréversible, donc je vais le retirer ça, au capital. Je vais le retirer à ce que je mets de côté l'épargne brute. Je sais que ça va devoir servir aussi à compenser ce que j'ai détruit de capital naturel si je veux espérer pouvoir envoyer aux générations futures au moins la même valeur globale de richesse. Mais je ne fais pas que casser, je ne fais pas que déprécier, je peux investir
Je peux aussi investir, par exemple, et c'est ce que je vais retenir essentiellement comme type d'investissement dans les différents capitaux dont on parlait, je peux investir, par exemple, en construisant des écoles, en embauchant des enseignants, et ça va me permettre, effectivement, de construire, d'améliorer, d'augmenter le stock de capital humain dans mon économie. Et au final, en partant de l'épargne brute, compte tenu du fait que cette épargne brute, ce que je mets de côté, ce que je ne consomme pas, ça doit permettre de compenser ce que je détruis dans le processus économique en termes de capital économique, ce que je détruis en termes de capital naturel. Alors, je parlais de la mine, mais il n'y a pas que la mine. On peut aussi détruire du capital naturel en faisant de l'agriculture, par exemple, en coupant des arbres à tout va. Si on n'assume pas la régénération, si on coupe des arbres plus rapidement que la régénération naturelle, ou qu'on ne replante pas, évidemment, ça va poser un problème. Et je rajoute ça dans la dépréciation du capital naturel. Je pollue aussi. Je pollue. Ouais. Ça, c'est la dégradation du capital naturel. Alors, dans cet indicateur, je ne vais pas prendre toutes les pollutions. En fait, je vais considérer qu'un type de pollution. C'est une des limites de ce type d'indicateur. Je vais prendre la pollution au carbone, l'émission de carbone, comme étant l'indicateur que je vais valoriser et que je vais retirer comme étant à la valeur de la richesse, comme étant une dégradation. Et à la fin, j'arrive à ce qu'on appelle l'épargne véritable. Voilà, ça sera ça mon indicateur de soutenabilité. Autrement dit, deux cas de figure. Soit mon épargne véritable est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai cassé plus que ce que j'ai réinvesti. Ce que j'ai cassé, ce que j'ai détruit dans mon processus de fabrication, je ne l'ai pas compensé par une stratégie d'investissement dans le capital humain ou dans une stratégie d'investissement de capital économique. Si l'épargne véritable est égale à 0 ou supérieure à 0, ça veut dire que je fais plus que compenser ce que j'ai détruit, ce que je détruis dans le processus de fabrication, dans le fonctionnement courant de mon économie. Alors voyons ce que ça donne pour la Nouvelle-Calédonie, sur un an par exemple. Prenons 2012. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, on m'a interdit de me lever. Ce qui est un petit peu gênant, mais si vous regardez donc la construction, vous avez ici le nom, on retrouve ce que j'ai expliqué, ce qui était présenté dans le schéma précédent. Par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, en 2012, en pourcentage du revenu national disponible brut, c'est un peu la même chose que le PIB, à part que je rajoute le solde des transferts, le solde des échanges avec l'extérieur. Donc vous trouvez que en 2012, les Calédoniens ont épargné l'équivalent de 16,41% de la totalité de leurs revenus. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu moins que les Chinois, qui sont plutôt à 45%. Mais c'est quand même pas mal par rapport aux USA, par exemple, où on est à 7%. Donc vous prenez ensuite, alors sur cette épargne brute, ce que je mets de côté, il y a la consommation en capital. Ce que je disais tout à l'heure, la détérioration du capital produit, évidemment on utilise les routes, faut les refaire, elles se détruisent, etc. J'utilise les machines, elles se fatiguent, il y en a une partie que je dois remplacer tous les ans. Et cette dégradation, on l'estime à 12,83%. Donc je la mets en négatif, parce qu'effectivement mon épargne brute, elle va déjà me permettre de compenser cette destruction logique, normale, qui est liée simplement au fait que j'utilise les machines que j'ai achetées, que j'utilise les bâtiments dans lesquels je loge, etc. Ensuite, je rajoute en plus les dépenses d'éducation. Les dépenses d'éducation, qui est donc un indicateur finalement de ce que j'investis dans le capital humain, ce que je veux transmettre aux générations futures. Donc du capital humain, alors là, les dépenses d'éducation, pour la Nouvelle-Calédonie, en 2012, c'est 7,77% du revenu national disponible brut. Je ne parle pas de la construction des écoles, en fait, ici, qui sont déjà contenues, en fait, dans la formation brute de capital fixe, mais je valorise ça par rapport au salaire des enseignants, que je considère comme étant un investissement pour le capital humain. Je prends en compte ensuite la dégradation liée à la rente nickel, qui est la principale source de dégradation naturelle en Nouvelle-Calédonie, celle la plus évidente, celle dont tout le monde parle, qu'on estime pour 2012 comme représentant 8,5% du revenu national disponible brut. Donc j'ajoute ça, je retire ça, j'ajoute ça, je retire ça. Je prends ensuite la dégradation de la forêt. Est-ce que j'arrive à régénérer ma forêt ou pas? Donc je compare le rythme d'exploitation
par rapport au rythme auquel la forêt se régénère en Nouvelle-Calédonie. Forêt d'exploitation, forêt de replantation, etc. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est très très faible. C'est très très faible, vous voyez, 0,00. Alors si on continuait, on finirait par trouver par un chiffre, dont je ne me rappelle plus d'ailleurs, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais enfin ça reste très très faible. Il n'y a pas de tension aujourd'hui à l'épuisement de la forêt en Nouvelle-Calédonie, de la forêt exploitée, hein, je dis bien. Ouais. Je ne parle pas des aires protégées ou autres. Ensuite, on évalue la pollution. Alors là, ça risque d'étonner un certain nombre de personnes ici, parce que cette pollution-là, c'est uniquement la pollution carbone. Donc ça explique aussi ce résultat. Ça reste une pollution qui, pour le moment, est relativement limitée par rapport, toujours en pourcentage, du revenu total. Hein. Pourcentage du revenu total de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je fais la somme de tout ça, des plus et des moins, et je trouve que pour 2012, 2,53%, c'est bon, la Nouvelle-Calédonie est soutenable. Donc il n'y a plus de problème. Alors évidemment, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, comme vous vous en doutez. Et d'abord, vous pourrez, et c'est normal, vous pourrez tout de suite réagir en disant « mais c'est stupide, c'est une mesure pour une année ». C'est pour 2012, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai toujours pour 2013, 2015, 2016. Est-ce que c'était vrai en 2010? Est-ce que ça veut dire de façon très ponctuelle, hein, et dans la limite que j'ai posée, dans les nombreuses limites de ce cadre méthodologique, on n'arrive pas à tout mesurer, mais quel avantage quand même, c'est la même méthodologie appliquée dans tous les pays du monde. Donc ça permet des comparaisons. 2,53% du RNDB, donc une épargne véritable positive, ça veut dire simplement que sur cette année 2012, la Nouvelle-Calédonie a investi plus qu'elle n'a détruit, hein, sur les flux que j'ai considérés, qui sont considérés dans cette méthode. Alors c'est que pour une année. Alors ce qui est intéressant après, c'est évidemment de le reproduire, c'est de le calculer sur plusieurs années, pour voir une trajectoire de soutenabilité. Ouais. Parce qu'on pourrait imaginer que vous êtes soutenable une année, puis vous êtes plus soutenable une année, etc. Et alors là, résultat merveilleux, et assez étonnant, et c'est là où évidemment on va commencer à rentrer dans des questions un petit peu plus dérangeantes. C'est que si on regarde l'évolution de cette épargne véritable, et vous voyez, je fais apparaître en rouge tout en bas le zéro, c'est-à-dire le seuil de soutenabilité. Bon, en fait, la Nouvelle-Calédonie, depuis 1970, a toujours été soutenable, c'est-à-dire a toujours accumulé plus qu'elle n'a détruit. Autrement dit, même l'exploitation du nickel, même dans les périodes où l'exploitation du nickel a été très rapide, finalement, ce qui a été construit, ce qui a été réinvesti sur le territoire, ouais, a plus que compensé ces dégradations du capital naturel. C'est pas un résultat qui, a priori, était évident. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu plus loin. Alors, je vous disais, l'avantage d'appliquer ce type de méthode, malgré ses limites, hein, c'est que ça permet des comparaisons internationales. Alors, c'est assez étonnant, parce que les deux pays sont assez éloignés l'un de l'autre, mais sur ce graphique-là, vous voyez, en orange, j'ai remis l'épargne véritable 1970-2012 pour la Nouvelle-Calédonie, et vous voyez que ça coïncide, enfin, grosso modo, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la Norvège. Norvège qui est vraiment cité comme étant le pays à suivre, l'exemple à suivre pour la bonne gestion de ces réserves pétrolières. Et puis je vous ai mis un exemple de mauvais élève, intéressant aussi, parce que c'est aussi un pays minier, un pays pétrolier en l'occurrence, et une île, Trinidad et Tobago, que j'ai mis en dessous. Alors vous voyez, je fais apparaître le seuil de 0, c'est-à-dire en dessous de la ligne rouge, ben, vous n'êtes pas soutenable, au-dessus vous êtes soutenable, la Nouvelle-Calédonie tout le temps soutenable, bravo. Et par contre, Trinidad et Tobago, là c'est pas la même histoire, Trinidad et Tobago détruit beaucoup plus qu'il n'investit. Ouais. Donc là, c'est un indicateur là pour Trinidad et Tobago, c'est clair, l'économie est dans le rouge. On est en train de détruire l'économie et les générations futures de Trinidad et Tobago risquent de rencontrer de gros et sérieux problèmes. Alors c'est un résultat un peu étonnant qu'on peut commenter, qu'on peut demander, oui, qui amène à se poser la question, tout simplement, est-ce qu'on peut s'arrêter à ce niveau de lecture? Non. Non. Alors, il y a deux raisons principales, on peut en trouver d'autres, mais à mon sens, il y a deux raisons principales qui doivent nous amener un petit peu plus loin
dans l'analyse de la soutenabilité. Première remarque, l'épargne véritable, telle qu'on l'a calculée là pour la Nouvelle-Calédonie, est quand même assez instable. Pourquoi est-ce qu'elle est instable? Elle est instable tout simplement parce qu'elle dépend en partie des prix du nickel. Ouais, donc ça on le sait. Et puis d'autre part, cet indicateur d'épargne véritable, il est aussi très dépendant des transferts publics. Alors l'étape d'après qu'on peut faire, c'est d'essayer de répondre à la question, mais que serait-il passé? Évidemment, on n'a pas la réponse, mais enfin, on peut essayer d'y réfléchir quand même. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu les transferts publics? Ouais. Alors, si on fait un calcul un peu bête, la réponse, elle est exposée dans ce graphique-là. Au-dessus, avec transfert public, en dessous, sans transfert public. En rouge, vous avez la soutenabilité. D'accord? Ouais. Alors, il y a beaucoup de commentaires qu'on peut faire à partir de ce graphique-là. Évidemment, ce qu'on voit apparaître, c'est que d'abord, effectivement, sans les transferts publics, historiquement, il y a quand même de grandes périodes pendant lesquelles la Nouvelle-Calédonie aurait pas pu maintenir sa richesse, la taille du gâteau. Première remarque. Deuxième remarque, on voit de façon intéressante qu'il y a une amélioration en fin de période. Il y a une amélioration en fin de période, mais la différence entre les deux, c'est les transferts publics, qu'on a retiré simplement ce qu'on a appelé l'épargne véritable autonome, en essayant de corriger les transferts publics sur toute la période. En fait, on se voit dessiner des phases, et notamment l'idée qu'en fin de période, avec la construction des deux usines, finalement, on passe à un autre mode de fonctionnement pour assurer la soutenabilité, toujours au sens faible. Que se passe-t-il en fin de période? Classiquement, en Nouvelle-Calédonie, depuis 1975, depuis ce que Jean Fraisse avait appelé la mise en place de l'économie assistée. On a vu une économie qui dépendait essentiellement des transferts publics provenant de la métropole, qu'on retrouve ici dans le graphique, avec l'effondrement évidemment entre 1975 et 88-89. Et puis en fin de période, à partir de 2004 environ, dans le graphique, là, on voit que la courbe elle remonte et elle est quasiment au seuil de soutenabilité. On revient à un seuil de soutenabilité en fait. C'est l'époque, c'est le moment où, à côté des transferts publics, apparaissent des flux extrêmement importants, qui sont les flux d'investissement direct étranger. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau joueur qui vient dans l'économie calédonienne, des nouveaux joueurs qui arrivent, des gros joueurs, des firmes multinationales qui apportent des financements extrêmement importants. Et ces financements, sous forme de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, évidemment, vont changer la donne en termes de bouclage de l'économie calédonienne, comme vous pouvez l'imaginer. Alors le pari aujourd'hui, évidemment, c'est de se dire, je m'arrête en 2012, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pari, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que les trois usines, et notamment les deux nouvelles usines, seront en fonctionnement. Donc première vulnérabilité ou première question, c'est finalement le bouclage de l'économie calédonienne, en termes de soutenabilité, dépend aussi des transferts publics. Cette dépendance aux transferts publics évolue dans le temps, notamment avec une phase d'industrialisation extrêmement importante, en fin de période, et on voit que l'économie, sans transfert public, finalement, arriverait, ou rejoindrait presque le seuil de soutenabilité. Deuxième source de vulnérabilité, le nickel. Alors je vous ai mis sur ce graphique-là, je trouve que c'est un graphique qui est important quand même de garder à l'esprit, c'est l'évolution du prix réel du nickel en dollars sur les marchés internationaux entre 1960 et 2016. Alors pour 2016, c'est simplement les 4 premiers mois. J'ai fait la moyenne sur les 4 premiers mois et j'ai déflaté pour le ramener en dollars 2010, en équivalent dollar 2010, donc corrigé d'inflation. Et là, vous voyez l'évolution du cours du nickel, avec la grosse bosse qui correspond sur la période la plus récente, en 2007, avec ce pic, effectivement, ce boom du nickel, ce boom du prix du nickel. Vous remarquerez qu'il y avait déjà eu un boom du prix du nickel en 88-89.
Donc c'est pas une nouveauté non plus, cette histoire de boom. Et puis d'autre part, si vous regardez ce graphique-là, on peut se poser la question, mais comment a-t-on pu imaginer un instant que le cours du nickel allait croître ou rester à des niveaux à 50 000 $, comme ça a pu l'atteindre certains mois de 2007, à 50 000 $ la tonne. C'est quand même étonnant d'avoir pu croire ça à un moment donné, c'est pu imaginer ça. Alors pourquoi ça pose un problème, cette évolution du cours du nickel? Simplement parce que si vous mettez les coûts de production des différentes usines, enfin celles pour lesquelles on a des estimations, on va dire, officielles. Le coût de POSCO en Corée, le coût à la tonne, c'est 12 000 $. En 2016, le cours international du nickel est sous la barre des 9 000 $, en moyenne sur les 4 premiers mois de l'année. Donc ça veut dire que POSCO a un coût de production qui est trop important, alors même que c'est en Corée du Sud, et qu'ils ont un coût de production qui est quand même relativement limité. Alors pourquoi je peux dire qu'il est relativement limité? Parce que selon l'estimation du BRGM, le coût moyen mondial de production en 2013 était de 12 600 $. Donc on peut s'attendre effectivement à ce qu'un certain nombre d'entreprises, et c'est le cas, produisant du nickel, sont en grande difficulté. Et puis si on met d'autres productions, coûts de production, par exemple Vale, 2015, d'après le PDG, 18 000 $ la tonne en 2015, alors que le cours est à moins de 10 000, avec l'objectif, le plan pour 2016, atteindre 13 000 $ la tonne. Et vous voyez que même en atteignant 13 000 $ la tonne, on est assez largement quand même au-dessus des cours mondiaux. Et puis voilà pour les évaluations du coût un petit peu officielles qu'on peut récupérer. Donc là, on voit que les fluctuations du cours du nickel, effectivement, posent des problèmes sérieux, parce que, paradoxalement, on se rend compte que le nickel peut être produit à perte. Ce qui est quand même une idée étonnante, c'est que le nickel, qui est censé faire partie de la richesse, donc apporter des revenus positifs, finalement apporterait aujourd'hui des résultats, des produits négatifs. Ce qui est quand même un résultat très étonnant. Alors évidemment, je ne suis pas rentré dans le débat sur le nickel, je pense que s'il y a des questions dessus, on pourra prolonger le débat là-dessus. Par contre, je voulais juste mettre en perspective ce que ça signifie en fait, par rapport à ce qui a pu se passer précédemment, la phase actuelle, et qu'est-ce que ça veut dire. Et pour expliquer ça, voilà, je vous ai fait un graphique que j'ai pris, même chose, à la Banque mondiale, qui a calculé le taux de rente unitaire de la production de nickel en comparant les coûts, enfin les rentes nickel pour la Nouvelle-Calédonie. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, vous regarderez, c'est la rente unitaire, c'est ça. C'est la plus basse, par rapport à la moyenne mondiale en très plein, par rapport à l'Australie et au Canada, à la Nouvelle-Calédonie, est le lieu où finalement la rente nickel, par tonne de nickel extrait, est la plus faible. Je répète ce que c'est que la rente. La rente, elle est calculée, je retire tous les coûts de production, totalité des coûts de production, main-d'œuvre, transport, etc. Je rajoute les impôts, les royalties, à ces coûts de production. Je rajoute un taux de profit moyen, normal, estimé par la Banque mondiale à 10%, et il reste quelque chose. Ce quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le prix de la nature. C'est le prix du nickel, quoi. C'est le fait d'avoir du nickel, c'est la nature qui nous fournit, et ce serait le prix de la nature pour le nickel. Ça apparaît là. Alors regardez les fluctuations, c'est quand même assez impressionnant, quoi. D'après les estimations de la Banque mondiale, je ne sais pas ce que je fais avec le micro, Manuel, si tu as une explication, je suis preneur. Si vous regardez les taux de rente, ils étaient extrêmement élevés au début des années 70, et ils ont chuté pour atteindre 0, en fait pour devenir même négatif en Nouvelle-Calédonie entre 86 et 87. Nouvelle-Calédonie qui toujours bénéficie d'un taux de rente moins élevé, donc a des coûts de production plus élevés que ses concurrents directs. Même chose, le taux de rente sur cette période-là, il est à peu près nul, voire négatif.
1992, 93, 94, finalement, on vend le nickel à perte, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Enfin, les coûts de production, le prix mondial ne couvre pas les coûts de production. Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit, la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, et puis après, la remontée qui est liée, vous avez vu sur le graphique précédent, la hausse du prix du nickel au niveau mondial, extrêmement forte, qui embarque en fait la rente qui est captée par les firmes par les métallurgistes ici, et qui atteint, vous voyez, pour 2006, juste avant le pic de 2007, on avait, selon la Banque mondiale, un taux de rente qui était à peu près équivalent à 90% du prix de vente. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait, là, on a vraiment la démonstration de la vulnérabilité de l'économie, enfin, d'une économie qui repose sur le nickel. Hein. C'est clair, il y a des années où ça va bien, et quand je dis que ça va bien, ça va très très bien. Parce que vous voyez bien que quand vous avez 90% de rente, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé tous vos impôts, que vous avez pris 10% de profit, il vous reste encore 90% du prix de vente. Ce qui paraît quand même très étonnant. Ouais. C'est les calculs Banque mondiale. On peut les critiquer, mais cela dit, ils ne doivent pas être si faux que ça. Et puis d'autres années où, au contraire, vous faites une rente qui est négative. C'est-à-dire que vous vendez votre nickel, c'est à perte. C'est à perte. Donc la variation, vous voyez, de ce que rapporte le nickel d'une année sur l'autre, elle est considérable. Elle est considérable. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez exceptionnelle, mais il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie qui est dans cette situation-là. Tous les pays producteurs de nickel et tous les producteurs de nickel sont dans la même situation. Aujourd'hui, il y a très peu de producteurs qui sont capables de rentabiliser leurs usines de nickel. On est donc dans ce qu'on appelle une phase d'ajustement du marché du nickel qui va se traduire effectivement par un grand ménage parmi les producteurs de nickel. Ça, c'est clair. On sait qu'il y en a un certain nombre qui vont fermer. Alors, j'ai entendu 25% de producteurs qui devraient fermer leurs portes. J'ai entendu par certaines personnes du BRGM le chiffre de 50%, ce qui sont des chiffres effectivement assez impressionnants. Mais ce qui veut dire que ceux qui vont tenir le coup, ils auront 2 fois moins de concurrents dans 2 ans. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Donc là, il y a vraiment un positionnement à réfléchir par rapport à ça. Ça fait combien de temps que je parle, Manuel? Parce que je n'ai pas du tout regardé mon... Hein? Ça fait 1 heure? Ok. Donc... Je vais peut-être raccourcir un peu. Alors sur la soutenabilité faible, je vais raccourcir un petit peu la présentation parce que... oui, alors sur la soutenabilité faible, je saute à la conclusion sur ces calculs, ces estimations, ces indicateurs. Vous l'aurez compris, c'est des indicateurs qui ne sont pas très satisfaisants en tant que tels, mais cela dit quand même, ils permettent de poser un certain nombre de choses. Ils permettent de relativiser. D'abord, ils ont pour objectif de permettre de se projeter dans le long terme par rapport à des arbitrages qu'on fait sur ce qu'on veut transmettre comme richesse. Ouais. Et si vraiment on pense qu'on peut transformer du capital naturel en capital économique ou en capital humain, jusqu'où on peut aller, etc. Alors sur la soutenabilité faible, il n'y a pas l'idée du seuil, comme illustré sur ce schéma. Voilà. Alors la stratégie de la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie a suivi entre 1986 et 2006, où on a fait les calculs, on peut l'illustrer de la façon suivante. C'est-à-dire que la taille du gâteau général, sur ces 20 années qu'on considère, la taille du gâteau a cru, grosso modo, en moyenne, de 1,12% par an. C'est considérable. C'est considérable. Alors évidemment, moi c'est quelque chose, ça fait une dizaine d'années que je vis en Nouvelle-Calédonie, mais j'ai vu notamment dans le Nord les transformations, le développement économique. Il est là, il est présent, il se voit. À chaque fois que je passe dans le Nord, je vois des nouvelles constructions, des nouvelles routes, etc. Le développement économique, il est là. C'est clair qu'il y a une stratégie volontariste d'accumulation de capital économique. On le voit, c'est visible. On le retrouve dans les chiffres. Le taux d'accumulation, il est énorme en termes de capital physique. Il a été énorme sur ces 20 dernières années. 8,05%, ça veut dire que ce qu'on a investi, finalement, a représenté en moyenne 8,5% du capital économique existant. C'est un taux qui est remarquable. C'est un taux qui est très important. Encore plus remarquable,
mais du même ordre de grandeur, l'investissement dans le capital humain. L'investissement dans le capital humain aussi a été considérable, 8,07% d'investissement rapporté à la valeur du capital humain. C'est un investissement, un effort considérable qui a été fait pour préparer les générations futures. Ouais. D'un autre côté, si je me tourne vers le capital naturel, évidemment, ça a eu un coût. Hein. Ça a eu un coût. On a exploité des mines, on a coupé des montagnes en tranches, donc on a détruit des choses. Et la détérioration du capital naturel a été assez significative. On l'a estimé à moins 2,81%, ce qui est un taux assez élevé. Mais si on combine ces trois valeurs-là, compte tenu de la part qu'occupe chacun de ces capitaux dans la richesse totale, on arrive au fait que la Nouvelle-Calédonie, du point de vue de la soutenabilité faible, a réussi à maintenir la taille du gâteau, mais même à l'accroître légèrement. Alors après, évidemment, on peut se poser la question, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et je vais conclure là-dessus, la question de mais est-ce que dans ce processus-là, on n'a pas cassé d'autres choses? Est-ce qu'on n'a pas détruit du capital culturel, du capital social? Est-ce que dans ce processus, qui paraît globalement soutenable au sens faible, est-ce que dans ce processus, finalement, on n'a pas enfoncé des seuils qu'on aura beaucoup de mal à rattraper? Alors c'est ce que j'ai mis ici sur ce PowerPoint qui est bien rempli. Ouais. Peut-on pour autant considérer que la soutenabilité est saturée? Non, pas forcément au sens fort. Pas forcément au sens fort. Effectivement, par exemple, le thème de l'exode rural. Dans le processus de développement économique, il a été souligné, c'est par exemple les réflexions qui sont rassemblées dans certains volumes de la prospective Nouvelle-Calédonie 2025, le thème de l'exode rural revient assez souvent, en disant c'est un problème. C'est un problème qui a été souligné en 95 déjà, et même avant d'ailleurs. Parlons de 95 ou 94 par Ben Saefres qui avait écrit un article intitulé La société Kadak est-elle soluble dans l'argent? C'est bien ça la question qui était posée. Une des inquiétudes, c'était de se dire, dans le processus de développement économique, finalement, on va casser quelque chose. On va casser de la culture, on va casser ce qui est une partie intégrale, une partie prenante de la richesse aussi, du patrimoine, la détribalisation, la perte de repères sociaux, etc., qui est en jeu à travers la thématique de l'exode rural. Alors vous voyez, quand je pose cette question-là, je sors de la soutenabilité faible. Je ne considère plus que les capitaux sont fortement substituables et que je peux remplacer de la tribu par des autoroutes ou de la montagne par des écoles. Et là, je commence à considérer que finalement, les relations entre les différents éléments de la richesse sont peut-être un peu plus compliquées que simplement des relations de substitution, comme ce que j'ai envisagé jusqu'à présent dans cette approche en termes de soutenabilité faible. Alors comme le temps avance et que j'ai déjà été très bavard, je vais renvoyer aux excellents travaux qui ont été faits dans le cadre de l'IAC, à partir notamment de l'enquête en tribu, sur l'agriculture en tribu, qui donne des éléments extrêmement intéressants à combiner et à comparer avec les résultats du dernier recensement général de la population, et qui permet de relativiser cette idée de l'exode rural, qui est devenu un petit peu un leitmotiv, alors au moins depuis 1995, mais peut-être un petit peu avant, en tout cas qui est devenu vraiment au premier plan, en disant attention, on est en train de détruire du capital culturel, etc., avec le développement économique. En fait, ces études auxquelles je vous renvoie, je vous conseille fortement de lire parce qu'elles sont passionnantes, parce qu'elles permettent pour la première fois d'apporter des éléments de réponse quantitatifs par des enquêtes qui ont été faites sur le terrain, sur cette question de l'exode rural, ce que ça signifie. Cet exode rural, aujourd'hui, enfin en tout cas le développement économique, j'ai plutôt le formulé comme ça, le développement économique qui a été réalisé à partir aussi de la rente nickel et de la transformation du capital naturel en un autre type de capital, ne s'est pas fait, en tout cas, ne s'est pas traduit par une détribalisation effrénée, et ne semble pas, en tout cas c'est mon point de vue, d'après ce que j'ai vu, et d'après ce que j'ai lu surtout,
ne semble pas s'être traduite par un effondrement des tribus. Je donnerai juste un exemple là-dessus, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demanderai plutôt d'aller, pour ceux que ça intéresse, d'aller un petit peu plus loin en allant lire les travaux qui ont été faits dans le cadre de l'IAC. Par exemple, la vitalité de la production agricole en tribu, qui a été estimée comme étant supérieure à celle de l'agriculture dite moderne. Donc, et beaucoup d'autres éléments liés notamment au mouvement de population, etc., qui conduisent d'ailleurs à remettre en cause cette idée d'un exode rural. Sur la soutenabilité forte aussi, on peut dire, bah oui, mais attention, il y a l'impact sur la santé, la pollution, les eaux de baignade, l'atmosphère, l'air, la qualité de l'air à Nouméa. Est-ce que là, on n'atteint pas des seuils? Alors je vais vous répondre très simplement sur cette dimension-là. On n'est pas capable aujourd'hui de répondre sérieusement à la question de la dégradation, tout simple, environnementale, hein, vous voyez, sur la qualité de l'air, etc. Tout simplement parce qu'on a des mesures très ponctuelles et qui ne s'étalent pas sur un horizon temporel. On n'a pas une chronique, vous voyez, qui s'étale dans le temps, suffisamment longue pour pouvoir dire est-ce qu'il y a une tendance à la dégradation ou pas. Donc même si on raisonne aujourd'hui en termes de soutenabilité forte, on est un petit peu à court, de données sur lesquelles on puisse bâtir une analyse vraiment au niveau de l'échelle du territoire et qui puisse permettre de juger de l'atteinte ou non de seuil dans l'environnement, par exemple. Alors, je conclus. J'avais cité un extrait du discours de Jean-Marie Tjibaou au début de cette conférence. Je vais en citer un deuxième, tiré du même discours, en fait. Ouais. Qui permet de mettre en scène une autre dimension de la richesse, qui est la dimension patrimoniale. Et c'est intéressant ce que disait Jean-Marie Tjibaou, je trouve, sur ce point-là, quand il parle du patrimoine. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour deux raisons. Un, la notion de patrimoine, ça va un peu plus loin que la notion de la richesse. Dans le sens où, dans la notion de patrimoine, il y a la notion d'une histoire, ouais. Il y a la notion d'une authenticité, d'une certaine authenticité, d'une certaine unicité. Le patrimoine, c'est ce qui définirait aussi une identité particulière. Alors, j'aime pas trop le mot d'identité, mais là, je m'autorise à l'utiliser. Et ça, d'un point de vue économique, c'est intéressant. C'est intéressant. De dire que finalement, le gâteau, ce qui fait la richesse, ce qui fait qu'on est bien, qu'on peut vivre bien à un moment donné, bah, c'est qu'on peut s'asseoir sur un patrimoine qui n'est pas qu'un patrimoine naturel, qu'un patrimoine économique, mais qui est aussi un patrimoine culturel qui va dépasser ce qu'on a pu mesurer tout à l'heure. Et ce qui est aussi contenu dans le capital immatériel. Rappelez-vous, 70% de la richesse de la Nouvelle-Calédonie, ça ne vient pas du capital naturel, ça ne vient pas de l'économie, ça ne vient pas du nickel, ça vient d'autre chose. 70%. C'est considérable. Alors c'est important ce point-là, et je vais m'arrêter là-dessus. C'est important ce point-là parce que quand on parle de petites économies insulaires, bah, il y a un point commun, et il y a une difficulté commune à ces petites économies insulaires, c'est de trouver des activités compétitives, ouais, pour exister sur les marchés internationaux. Alors, on sait pourquoi c'est compliqué, on en parlait tout à l'heure, parce que du fait de l'éloignement et de la petite taille de ces économies, et de leur caractère enclavé, ils subissent des coûts de production qui sont supérieurs à ceux de leurs voisins, qui sont plus gros, qui peuvent bénéficier d'énormément d'échelle. Comment est-ce qu'on peut contrarier cette tendance-là? Comment est-ce qu'on peut retrouver de la compétitivité? Une des solutions est offerte par l'exploitation du patrimoine ou du caractère patrimonial de la richesse. Caractère patrimonial qu'on va retrouver dans la biodiversité, par exemple. Le caractère endémique, ça donne une valeur unique, c'est quelque chose d'unique dont on dispose. La culture, c'est aussi quelque chose qui peut être unique, ouais, qui est très certainement unique dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, enfin, un caractère en tout cas d'authenticité particulier. Si on base une activité économique sur du patrimoine, avec cette dimension unique, ça permet de produire, de proposer des produits ou des prestations, des services différenciés. Ça veut dire quoi différencier d'un point de vue économique? Ça veut dire qu'en fait, j'ai très peu de concurrence sur les prix. Autrement dit, ça me permet d'assumer des coûts de production supérieurs parce que je ne serai pas en compétition avec d'autres fournisseurs de ce service. Un exemple, et je m'arrête là-dessus,
le tourisme, c'est une dernière étude, c'est une étude toute récente là, qu'on a finie sur cette question-là, l'effet du tourisme sur la soutenabilité, sur la vulnérabilité, sur la croissance. Bah, tout le monde sait, enfin, statistiquement, ce qu'on trouve, c'est que pour les petites économies insulaires, comme pour les grandes économies d'ailleurs, si vous êtes très spécialisé dans le tourisme, au bout d'un moment, l'effet positif qu'a le tourisme sur la croissance, ben, il décroît. Ça devient de moins en moins efficace. Est-ce que c'est tout le temps vrai? C'est vrai pour les petites îles qui pratiquent ce qu'on appelle du tourisme de masse. Pourquoi le tourisme de masse? Ben, le tourisme de masse, vous proposez quoi? Du beau temps, du soleil, du sable, de la mer bleue. En Méditerranée, il y a tous les pays qui proposent ça. Donc il y a une concurrence effrénée par les prix, et au bout d'un moment, effectivement, le potentiel de croissance là-dessus est très limité. Par contre, si vous proposez un tourisme patrimonial, un tourisme qui exploite votre patrimoine, ce qui fait que vous pouvez produire un produit différencié qui n'existe pas, que les autres ne peuvent pas produire, là vous regagnez en fait de la liberté dans les prix, et ça vous permet d'assumer potentiellement des coûts de production supérieurs. Même chose pour l'exploitation de la biodiversité. Je vais m'arrêter ici en vous remerciant beaucoup de votre gentillesse et de votre attention. Je me présente Roger Talamona, arboriculteur. En 1978, j'ai eu une concession de 20 hectares du domaine et j'ai planté 6 hectares de litchi irrigués et 14 hectares de bois d'œuvre avec 6 essences. Il y a des arbres qu'on pouvait couper à 15 ans, 30 ans, 50 ans et le kauri, un siècle. Comme je ne pouvais pas attendre 100 ans, j'ai planté des arbres plus rapides et ça me permet de vivre. Et le litchi, ça marchait bien pendant 15 ans. Et avec le dérèglement climatique, je produisais 40 tonnes, j'exportais au Japon à 300 francs le kilo. J'avais 3 employés pleins et 12 intérimaires à la récolte. Et à partir de 1998, le tonnage commençait à baisser et je suis tombé à 1 tonne. Les prix, on produisait 600 tonnes, toute la Calédonie. Et j'ai créé Arbofruits et j'ai fabriqué 3000 marcottes pour les Mélanésiens, pour les fixer à la terre. Et ils vivaient bien aussi. Et maintenant, la dernière belle récolte en Calédonie, ce n'est que 200 tonnes et une moyenne de 800 francs le kilo. On est rentré dans la vie chère. Vous voyez, tout ça pour quelques degrés de plus. Nous, on a besoin de 10 degrés au mois de juin, juillet, pendant 1 mois. Ça provoque la floraison et après, il ne faut pas qu'il pleuve. L'année dernière, on a eu un peu de froid, mais la pluie est venue, elle a lavé les fleurs. Alors maintenant, je n'arrive plus à vivre avec le litchi. Et heureusement que je n'ai pas mis les œufs dans le même panier. Je coupe les pins et avec 30 pinus, on fait un chalet de 100 mètres carrés. Tout à l'heure, vous avez dit la Calédonie est à plus de 40 000 $. Mais alors pourquoi il y a 10 000 personnes dans les cabanes, dans des taudis qui vivent même dans la mangrove? Il faut créer d'autres richesses. On est dans une économie artificielle. Le secteur primaire, ce n'est que 4% de terres cultivées. Vous voyez? Et on importe 85% de notre nourriture. On n'arrive pas à se nourrir. Et moi, on m'a dit, dans le sud, la terre ferralitique, la terre latéritique, rien ne pousse. Aujourd'hui, j'ai des arbres de 35 mètres de haut. Un arbre, quand je le scie, ça me fait 60 000 francs par jour. Et je considérais que cette exploitation, ça pouvait aller dans les tribus. Maintenant, on est envahi, la ville, on est envahi avec des jeunes à capuche. Et ça coûte cher pour endiguer la délinquance. Parce qu'on a mis les œufs dans le même panier, on est devant un frigidaire, et ce frigidaire, il se vide. Et en plus, on ferme mal la porte, parce qu'on pollue.
On est à 36 tonnes par habitant en Calédonie. Alors vous voyez l'erreur. On vit artificiellement avec le nickel et les transferts de la France, qui tous les deux ne sont pas durables. Il faut faire quelque chose de solide. On crée des métiers de service. Dans les îles, il y a 40% de chômage. Et moi, les Kanaks, c'est mes meilleurs clients, ils m'achètent du pinus. Et dans des endroits, ils le brûlent. Ils brûlent l'argent. Un arbre, ça vaut 60 000 francs. Alors, il faut comment on appelle ça, leur expliquer qu'il faut transformer cette forêt plantée. Parce que la forêt, elle est sur le quai. Il y a 20 000 mètres cubes de pinus de Nouvelle-Zélande. Tout à l'heure, vous avez montré la richesse de la Nouvelle-Zélande. Mais eux, ils plantent 3 millions d'arbres par an. La forêt, c'est la 5e richesse du pays. Voilà les graphiques. Et puis ça, c'est du durable. Nous, on est là, une économie non durable. Un jour, il y a le début et il y aura la fin. C'est pour ça qu'il faut retourner au secteur primaire. Seulement le système de conteneurs qui arrive de Calédonie, on est dans un système de comptoir. Voilà pourquoi on a 7000 chômeurs. Et maintenant, on va pleurer en France pour endiguer la délinquance. Ben oui, les jeunes, ils s'ennuient. Alors, ils font des bêtises. Le camp Est, il déborde. Et ça coûte 18 000 francs par jour, un tôlard. Moi, j'ai demandé 50 gars pour mettre le Sud en forêt. On m'a refusé, il y a déjà 30 ans. Et à l'époque, le mazout était à 25 francs le litre. Vous vous rendez compte le temps qu'on a perdu? Bon, je vous remercie. Oui, effectivement, beaucoup de choses dans votre intervention. Par où commencer? Est-ce qu'il y a toujours des forêts qui ont été replantées et qui sont toujours pas exploitées, alors qu'elles sont arrivées à maturité en Nouvelle-Calédonie? Il n'y en a plus? Parce qu'en 2009, c'était le cas. Il y avait des forêts qui avaient été plantées, qui n'avaient jamais été exploitées et qui étaient sur pied. Et puis, voilà. Donc ça, c'est plus le cas. Elles ont été mises en exploitation. Attendez, il faudrait que vous parliez dans le micro, si vous engagez tous les deux une conversation. On a tapé dans la forêt primaire pendant un siècle et on a oublié de planter. On plante depuis 50 ans. Ouais. Seulement les gars qui ont mis ça en place, ils ne savaient pas faire. Et ils ont planté avec les pochons, sans rien donner à manger dans le trou. Et nous, on met 4 composants. Moi, je fabrique mon compost avec tous mes déchets verts. Je fabrique 50 tonnes de terreau par an. Et je nourris mon arbre. Je mets un seau me fait deux arbres, vous voyez, plus l'hydro, plus l'engrais, plus le paillage, la trouaison, etc. Je prépare le sol, mais ça, ils ne savent pas faire. Alors, on fait venir tout de l'extérieur. Et ça on perd 300 emplois. Vous voyez, là, on est là devant le fait accompli avec le nickel. Et bien, c'est maintenant, en période de crise, qu'il faut planter au moins 1 million d'arbres par an, comme la Nouvelle-Zélande. Elle a planté en 1930. Aujourd'hui, elle a 1,5 million d'hectares de plantés. Elle a 45 000 personnes qui travaillent dans la forêt. Elle a 4% de son territoire. Nous, on n'a même pas 0,1% de plantés. On aurait planté simplement 1%. Aujourd'hui, les caisses du territoire, elles seraient pleines. Oui. Je ne sais pas si on va commencer un débat sur les potentialités de la forêt en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'avais lu, mais je ne suis pas un spécialiste comme vous, qui êtes sur le terrain, mais j'avais lu qu'il y avait quand même une histoire de l'exploitation forestière en Nouvelle-Calédonie qui était pas bien brillante, qui avait connu pas mal d'échecs, avec des plantations qui avaient été faites et qui avaient finalement jamais été exploitées, jamais récoltées, alors que l'investissement au départ avait été fait. Bon. Après, vous avez évoqué d'autres dimensions, la dimension sociale, les jeunes, etc., ce qui renvoie finalement, ce qui vient contredire un petit peu ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'à mon sens, l'exode rural dont on parlait, etc., la crainte de l'involution de la société kanak aussi, etc., tous ces phénomènes sociaux qui ont été beaucoup mis en avant,
finalement, par rapport au développement économique qui s'est produit sur les 20 dernières années, qui est des phénomènes sociaux comme la délinquance, etc., c'est pas forcément la traduction. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile à entendre, mais c'est pas forcément la traduction d'un effondrement du lien social. Hein. Ouais. Surtout qu'on ne le retrouve pas forcément, cet effondrement du lien social, quand on fait des enquêtes un petit peu précises, notamment au niveau des tribus. Quoi. Vous avez... Oui, je me demandais comment faire pour faire un tourisme patrimonial dont vous parlez. Enfin, pour le différencier du tourisme de masse, comment s'y prendre en fait concrètement? Ouais, c'est une très bonne question. J'allais vous renvoyer à la lecture d'un article qu'on vient de faire, mais ce serait pas très sport de faire ça. Alors, pour essayer de répondre à votre question très rapidement, l'idée du tourisme patrimonial, c'est un tourisme qui va essayer d'exploiter effectivement des caractéristiques uniques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est en relation forte, évidemment, avec la soutenabilité, parce que l'idée, par exemple, c'est le tourisme en tribu, c'est le tourisme culturel, voilà 2 exemples. Alors, ce qui est une stratégie qui commence à être suivie par des économies, notamment les petites économies insulaires, sur lesquelles je travaille plus particulièrement, qui ont atteint les limites de leur stratégie de développement touristique de masse. L'exemple type, à mon sens, c'est la République dominicaine. Donc, la République dominicaine a développé un tourisme qui était basé au départ sur la construction de resorts au bord de la plage, tout compris à l'intérieur, etc., sans aucune dimension culturelle, sans aucune dimension patrimoniale. Le prix des prestations touristiques en République dominicaine, étant donné qu'on est sur du tourisme de masse, se sont effondrés. C'est très peu cher d'aller passer une semaine dans un super hôtel en République dominicaine au bord de la plage. C'est très peu cher. C'est peut-être même moins cher que de partir, pour un Français de métropole, aller en République dominicaine une semaine avec grand soleil sur une plage paradisiaque, etc. Ça coûte moins cher que d'aller en Tunisie ou au Maroc. Alors que c'est beaucoup plus près. Donc la République dominicaine, mais la Tunisie aussi fait exactement le même mouvement, et ainsi que le Maroc, développe des stratégies de développement, mettent en place des stratégies de développement touristique qui vont essayer de se reposer non pas sur du soleil, de la plage, etc., qu'on trouve un peu partout dans le monde quand même, il faut bien le dire, mais qui vont commencer à développer le fait de mobiliser des villes, des musées, des cultures, de la nature, qui soit un peu moins facile d'accès et surtout qui a un caractère beaucoup plus exceptionnel ou plus unique. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, je le sais. Cela dit, statistiquement au niveau international, ces études qu'on a pu faire, il y a effectivement des comportements très différents en termes de prix des prestations touristiques pour les économies qui ont choisi une spécialisation touristique plus patrimoniale par rapport à celles qui ont choisi une spécialisation touristique de masse. L'évolution dans le temps de la soutenabilité n'est pas la même. L'impact du tourisme, qui a tendance de façon à décroître à la marge, à être de moins en moins entraînant pour l'économie, ces tendances-là sont contrariées, sont différentes et sont bien plus favorables pour les économies qui ont choisi une spécialisation touristique patrimoniale. Oui, j'avais une question. Je suis là. Coucou. Sur votre gauche, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est très troublant. Oui. Vous nous avez parlé de soutenabilité forte. Quels sont les pays qui ont une soutenabilité forte? Et dans la soutenabilité forte, vous évoquiez des seuils. Ouais. Quels sont ces seuils à ne pas dépasser? Est-ce qu'il y a une répartition? Vous nous avez parlé en soutenabilité faible, les 15% sur le capital naturel, 15% sur le capital... pardon, je me suis trompée. 15% capital physique,
naturel et puis 70% pour le capital humain. Jusqu'où on peut aller jusqu'où on peut aller au niveau des seuils? Deux réponses à votre question, parce que la première réponse, c'est de dire de toute façon la soutenabilité n'est jamais assurée en tant que telle. C'est plutôt un projet. Et on ne peut pas dire... Premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, c'est de dire aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile dans l'approche de la soutenabilité forte, c'est que les seuils, il n'y a pas d'accord sur les seuils. C'est-à-dire que ces seuils qu'on devrait atteindre ou pas, ils ne sont pas définis a priori. Ils ne sont pas définis a priori. Ils sont extrêmement variables et ils sont très difficiles à mesurer. Alors c'est une partie de la présentation, parce que j'étais trop bavard, que j'ai mis de côté justement, parce que la question des seuils, comment est-ce qu'on peut les mesurer? Une des solutions qui a été évoquée par Giraud et Loyer dans un article de 2016, dans un rapport de 2006, pardon, pour l'Agence française de développement, utilise les migrations. Ils disent finalement les seuils, on n'arrive pas à les mesurer directement. On ne sait pas mesurer un seuil de capital naturel en dessous duquel on ne peut pas aller. On ne sait pas faire. Vous demandez à un biologiste de définir un seuil, par exemple, sur la pêche ou sur la densité en poissons par mètre cube, etc. C'est un débat qu'on a eu sur la Corse. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de réponse. Ouais. Il n'y a pas de réponse. Les seuils biophysiques, matériels, sur lesquels on pourrait espérer pouvoir s'appuyer pour dire en dessous de ce seuil-là, il n'y a pas la régénération, il n'y a pas, etc. Moi, je n'ai pas trouvé la réponse à ces questions-là. C'est des questions extrêmement débattues, y compris dans les sciences expérimentales ou dans les sciences biologiques ou autres. Et donc la réponse de Giraud et Loyer, c'est de dire il faut prendre des indicateurs indirects. Et ce premier indicateur indirect, c'est l'exode rural. C'est pour ça que je parlais de l'exode rural tout à l'heure, mais j'ai chanté cette partie-là de la présentation, parce qu'on propose de dire, en fait, une des manifestations du fait qu'on a enfoncé un seuil, par exemple dans l'environnement, c'est quand les gens s'en vont, quoi. Les gens, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont, ils fuient une zone, quoi. Enfin, ils sont poussés en dehors. Hein. Et à ce moment-là, on aurait, quand on peut le relier effectivement à une détérioration de la nature, en fait, on aurait à la fois une détérioration du capital naturel et en même temps une détérioration du capital humain et du capital économique, parce que ça voudrait dire aussi que l'agriculture s'effondrerait. J'ai travaillé sur Haïti l'année dernière. J'ai fait une étude sur l'agriculture en Haïti. Haïti est sur une configuration où la soutenabilité forte, c'est clair, est enfoncée. Une des manifestations, c'est l'importance des migrations. C'est l'importance des migrations de la population d'Haïti qui fuit le pays et qui vit à l'extérieur du pays, avec d'autres indicateurs sur les productivités agricoles extrêmement faibles, etc. Enfin. Mais c'est difficile, même sur Haïti. C'est quand même présenté comme étant le prototype de l'économie non soutenable. Pour tout vous dire, par exemple, l'estimation de la couverture forestière à Haïti, parce que c'est quand même un des grands thèmes à Haïti, c'est la déforestation. On dit qu'il n'y a plus de forêt. Les estimations vont de 1% de couverture à 30%. Donc il y a un facteur 30 d'écart. Pour quelque chose qui paraît quand même assez facile a priori à mesurer pour un non-spécialiste, c'est-à-dire qu'on a des images satellites, on pourrait imaginer qu'on ait une image assez claire de ce qui se produit en termes de dynamique de déforestation ou pas. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Même sur un pays comme Haïti, où a priori on pourrait imaginer que les seuils, on pourrait les mesurer directement, facilement. C'est pas vrai. On peut les mesurer, ils sont évidents, on les mesure de façon indirecte, notamment par l'ampleur des migrations. Mais sorti de là, on est un petit peu désarmé encore. Par contre, la démarche, et c'est un peu là-dessus qu'on travaille aussi avec certains chercheurs de l'Université de Nouvelle-Calédonie, la démarche, c'est d'essayer de constituer des tableaux de bord sur des indicateurs qu'on pourrait suivre dans le temps. Ça paraît tout bête comme idée, ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Oui. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Édouard Léoni, je suis de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie. Et on sort en ce moment un dossier sur l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie grâce au nickel, point d'interrogation. Quand on regarde les accords de Matignon et l'accord de Nouméa,
le projet politique était basé justement sur la construction des usines, 2 ici et 1 à l'extérieur. Et on se rend compte, en fait, maintenant en 2016, que l'anticipation, c'est un terme que vous employez assez souvent, n'a pas été faite. Par exemple, si on se met à réfléchir que si on avait thésaurisé les recettes de l'impôt sur les sociétés à 35% sur le nickel et les dividendes de la STCPI, c'est la seule société qui verse des dividendes, on aurait été à aller entre 60 et 70 milliards. Donc ça veut dire que les difficultés de la SLN auraient été franchies. Donc là, on se dit, comment on pensait vraiment que les cours du nickel à 50 000 $ la tonne allaient durer et puis aller encore plus haut jusqu'au ciel. Et quand on pose la question aux élus, certains élus qui étaient responsables à l'époque des finances, ils vous disent oui. À l'époque, la Chine était entrée dans l'OMC, c'était la croissance à tout va. Sauf que là, on se rend compte qu'en fait, comme vous l'avez dit aussi, on sait très bien que les cours du nickel montent et descendent. Ce n'est pas une surprise. Alors pourquoi ils ont pensé ça ? Et là, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas nous qui décidons. Parce que là, c'est une sorte d'illusion, d'utopie que c'est les Calédoniens qui décident d'aller au Congrès, au gouvernement, et dans certains conseils. Ce n'est pas du tout nous qui décidons, ce serait trop simple. On sait très bien qu'en Calédonie, on a déjà la présence de 7 multinationales. Eramet, POSCO, Vale, Glencore, et puis il y avait BHP Billiton qui a disparu avec UNI, et puis naturellement la CMSP. Donc vous pensez bien que ce n'est pas forcément les responsables locaux qui décident. Ça, c'est déjà la première certitude. Le deuxième temps, c'est que tout était basé sur cette construction des usines. Et donc maintenant, comme vous l'avez dit, on est déjà maintenant dans la phase d'ajustement. Sur les 3 usines, on se pose la question de savoir, maintenant, on est arrivé déjà là, quelle est la première usine qui va fermer ? On est déjà là, c'est pas là. Vous demandez à n'importe quel spécialiste du nickel, on est déjà là. Mais aussi au niveau des mineurs, on est déjà là aussi. Qui va disparaître en premier chez Baland, Montagna ou Maille ? Gemini, bon. Donc, on se rend compte que tout le modèle économique qui était la base des accords est en train de s'effondrer. Donc, à mon sens, quand on regarde les spécialistes de certains blogs du nickel, on a déjà dépassé l'ajustement. Maintenant, on est dans la question de la détention des actifs miniers. Est-ce qu'on va pouvoir conserver nos actifs miniers ? Que vous vous rendez bien compte que, par exemple, SMSP actuellement a les plus grandes difficultés à approvisionner, c'est pour ça qu'ils vont voir les petits mineurs, mais surtout déjà à tenir les fameux 51-49 de la SNC. Et qui finance tout ça ? Qui permet de soutenir encore KNS et SNC ? Naturellement, c'est POSCO. Mais vous vous rendez bien compte que autant POSCO que Glencore, ils ne vont pas financer 97% du projet et 3% par le partenaire calédonien pour rien. Ça n'existe pas. Je sais. Vous l'avez dit aussi, il y a des phases où on perd de l'argent. Et c'est pour ça que ça m'intéressait. Mais je dis, vous demandez à n'importe quel intervenant, actuellement c'est le fameux Darius dans le sud, le prénom de ce directeur, lui il en a assez de perdre de l'argent, et Glencore aussi, ils ne vont pas mettre 750 milliards dans une usine pour que ça ne produise pas. Ça n'existe pas. Donc à partir de là, notre modèle économique est en train de s'effondrer. On se pose la question, il faudra vraiment mettre en place une stratégie nickel. Parce que là, alors, quand on va beaucoup plus loin que ça encore, on se dit, bon, allez, on est vraiment dans une situation difficile, toutes les finances publiques, les principaux budgets sont actuellement en difficulté. J'ai eu une discussion cet après-midi, par exemple, avec Thierry Corneille. Vous lui posez la question sur le budget de Calédonien, et en particulier sur le budget de la sécurité sociale, il vous dit c'est la catastrophe. On ne pourra pas tenir plus longtemps. Alors que faire, monsieur ?
Là, on va être dans ces phases forcément de restriction des dépenses publiques. Et déjà, vous lisez le journal de la semaine dernière, le tiers payant, c'est impossible. Les pharmaciens demandent maintenant aux gens d'avancer directement les sommes. Parce qu'ils savent très bien que la CAFAT ne pourra pas les rembourser. Donc, alors que là, on est dans une phase où, manifestement, certains de nos élus n'ont pas se sont comportés comme des cigales. Et ça veut dire que pendant les bonnes années, au lieu de thésauriser et de préparer la suite, ils ne l'ont pas fait. Et là, on se rend compte que ce décalage entre le temps économique et le temps politique. Et là aussi, on peut se poser la question aussi, comme en métropole et dans certains États, qu'il est devenu nécessaire d'avoir un renouvellement du personnel politique. C'est clair. Alors, quand on regarde bien, parce que le paradoxe, il est là. L'État nous a aidés à construire 3 usines de nickel. Elle nous couvre sur les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements. On est détenteur de 15% des réserves mondiales de nickel. On gère nous-mêmes le nickel. C'est-à-dire on donne les autorisations de recherche, on donne les autorisations d'exploitation, on donne les autorisations d'exportation. On maîtrise quasiment tout. Et pourtant, malgré tout ça, on est en déficit. On est en déficit, il faut le dire maintenant. Et est-ce que vous avez quelques propositions de nous faire? Ouais, une question facile. Non, je crois que vous avez souligné effectivement les principales tensions qui se posent aujourd'hui. Après, j'ai bien écouté ce que vous disiez sur le temps politique et le temps économique. Et c'est clair qu'il y a quand même une grosse interrogation qui se pose aujourd'hui. Enfin, il y en a 2 que je retiens dans ce que vous avez dit. La première interrogation, c'est quand même pas possible que la Nouvelle-Calédonie continue à fonctionner sans avoir une doctrine unitaire sur le nickel. C'est invraisemblable. On comprend pourquoi il y a eu un moment politique nécessaire où il y a eu cette construction, etc. Mais ce n'est pas une solution qui peut perdurer dans le temps, cet éclatement du territoire, qui est un territoire unique, quoi. Et qui a des doctrines nickel différentes, finalement, et des stratégies qui sont différentes. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est une évidence. Mais après, c'est un temps, à mon avis, qui était totalement nécessaire. Il était nécessaire à la construction, à la reconstruction, etc. Il faut continuer à avancer. Je pense qu'évidemment, la crise peut être l'occasion, comme vous le disiez, une opportunité pour aller vers cette solution-là. Et je pense qu'elle devrait l'être. Il faut qu'elle le soit. Il faut qu'elle le soit. Ça, c'était un premier élément que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous aviez dit, que je reprends à mon compte. Le deuxième, c'est quand vous avez dit le temps court des politiques et le temps de l'économie, etc. Alors là, il y a quand même une grosse interrogation parce qu'une économie minière, on sait comment ça fonctionne, quoi. On sait comment ça fonctionne, on sait quel dispositif il faut mettre en œuvre. On sait que si on ne met pas en œuvre certains dispositifs de gouvernance spécifiques, on tombe dans la malédiction des matières premières. Philippe Chalmin le rappelait, il y a une masse d'écrits, de témoignages, d'exemples là-dessus. C'est connu. Alors ce que je ne comprends pas, personnellement, mais, enfin, il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie que je ne comprends pas ça, ce que je ne comprends pas, c'est que quand même ces mécanismes qui sont bien connus, qui vont du fonds de stabilisation, qui vont au fonds pour les générations futures, parce qu'on sait que le cours du nickel fluctue, effectivement, comme vous le rappelez, c'est une évidence. On le sait. On le sait que si vous faites le pari d'une spécialisation minière, vous allez avoir des fluctuations. Il y a des années où ça va mal se passer. En ce moment, ça se passe mal. Mais c'est invraisemblable qu'on ne l'ait pas anticipé. Et ça me fait rebondir sur une troisième dimension. Je vais m'arrêter là-dessus parce que là, on pourra avoir une discussion assez longue. Mais la troisième dimension, effectivement, c'est le fait d'avoir fait venir dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie des nouveaux acteurs, des macro-acteurs au niveau mondial, que sont les multinationales minières. Alors là, il y a quand même des éléments de négociation. Il y a des nouvelles interdépendances qui se créent. Et ça se crée, je dirais, c'est aussi le résultat d'une tension, quoi. C'est clair, c'est une tension autour d'une ressource. Là, il faut aussi avoir une sacrée capacité de gouvernance et des dirigeants qui aient les épaules solides pour mener ces négociations.
Maintenant, si tout le monde y va, enfin, si on découpe le pays en trois morceaux et que chacun y va de son côté pour négocier avec des multinationales qui, elles, sont unitaires, c'est clair que la négociation, elle est mal engagée, quoi. Ouais. Bien. Moi, j'avais une question sur la Norvège, mais avant, je vais rebondir sur le nickel. Parce qu'on est un petit peu tous dans le même cas, on se pose un tas de questions, mais moi, j'ai une analyse très simple. Hein. Enfin, la rentabilité au niveau de la Calédonie, depuis 150 ans du revenu du nickel, pour nous, c'est peanuts. Hein. Enfin, si on nous avait rendu un minimum de ce qu'on aurait dû nous rendre, on ne se poserait peut-être pas la question de la même façon aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est bien gentil tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais enfin bon, moi je regrette de ne pas avoir été à l'arrivée de la caisse, quoi, parce que l'argent, il est parti, hein, il est parti, envolé. Et puis les grands groupes, effectivement, ils viennent, ils investissent, ils prennent un risque, hein, ils l'ont pris. Hop, c'est la pente descendante, mais elle montera où ils partiront. Enfin, il n'y a pas que le nickel, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis des années. Il y a plus de 30 ans qu'on dit il y a autre chose que le nickel. Monsieur Talamona, là, ça fait un moment qu'il vous dit les gars, il faut faire des arbres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, on a un certain nombre à le dire. Et par chance, il y a une autre économie. Il n'y a pas que le tourisme. Hein. Et ça a fait tampon des années durant. Ça le fera encore. Mais heureusement qu'il y a des gens comme M. Talamona. Il y en a plein, plus qu'on ne le croit. Puis avant, pour ceux qui ont le souvenir, il se passait plein de trucs en Calédonie, hors nickel. Rappelez-vous, puis reprenons. Bon, je reviens à la Norvège. En haut, à droite, ils ont tout bon. On ne peut pas copier quelque chose. Ils sont bons en ressources. Ils ne se font pas apparemment trop plier. Et puis, ils ne sont pas mauvais en structure. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Ils font quoi qu'on pourrait copier? Merci. Vous savez déjà ce qu'il faut copier à la Norvège. Hein. C'est effectivement un modèle de gouvernance minière qui est hyper développé. Mais il y a d'autres exemples. Il ne faut pas se focaliser non plus sur la Norvège. Parce que la Norvège est un pays riche, donc on peut dire, oui, la Norvège, elle est indépendante depuis un certain nombre d'années, etc. Bon, ok. Le Botswana est un autre exemple. Le Botswana sur le diamant. Le Botswana, et pourtant le Botswana s'est confronté à des multinationales sud-africaines, parmi les pires, il faut bien le dire. Mais ils ont réussi à négocier, hein, et ils s'en sortent pas mal. Ils ont fait un fonds de gestion du diamant, ils ont organisé une bourse d'échange du diamant dont ils ont forcé l'installation chez eux, etc. Donc il y a quand même des capacités de négociation, il y a plusieurs exemples. Hein. Alors, on peut prendre la Norvège, pays très développé. On peut prendre le Botswana, alors un pays en développement. Pays en développement, c'est intéressant. C'est un pays qui se développe, effectivement, sur la base d'une ressource matière première, le diamant, avec des négociations avec des multinationales pas évidentes. Dans le micro. Oui, alors c'est ça le développement en fait. Hein, c'est le fait que vous restez pas vous restez pas sur une dimension, quoi. Mais quand même pour le Botswana, la solution, elle est passée. La solution pour le développement, elle est passée par l'exploitation des diamants et la négociation très précise de la redistribution des produits. Voilà. Je me rends compte qu'en fait, nous allons manquer de micros vu la multiplicité des interventions dans la salle. Donc pour rester dans une métaphore sportive, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se feront dans une troisième mi-temps. Je voudrais simplement remercier justement l'ensemble du public pour ces questions qui ont été posées, parfois quelques remarques qui laissent elles-mêmes cours à une certaine imagination. Merci à Vincent Géronimi. Et puis je voudrais simplement conclure en disant que la semaine prochaine, donc, vous êtes de nouveau invités dans cette même salle pour une conférence avec Charles Gardou autour du handicap dans notre imaginaire culturel. Voilà, merci et à la semaine prochaine.